Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ces 120 minutes de télévision. Grand débat s'ouvre à vous ce matin dans le cadre de cette tranche d'antenne. C'est clair, les fonds routiers absorbent 45 milliards sur les 464,842 milliards de francs CFA qui représentent naturellement le budget du ministère des Travaux publics pour l'exercice 2021. On parlera naturellement des chantiers routiers, les grands chantiers routiers au Cameroun, les bons points du MINTP, les bons points du ministère des Travaux publics en première partie de cette émission. En deuxième partie, on reviendra sur l'actualité qui défraie la chronique depuis bientôt une semaine. On parlera d'homosexualité au Cameroun avec le célébrissime homosexuel Shakiro, tel qu'il se fait appeler, qui a été incarcéré. Il a été mis aux arrêts du côté de la prison centrale de Douala. On reviendra sur cette actualité. À cette occasion, une artiste musicienne camerounaise, Mani Bella, est montée au créneau dans un premier temps pour s'insurger contre son arrestation et quelques heures après, elle est revenue sur sa page Facebook afin de présenter ses excuses. Ce qui, naturellement, met en lumière la question selon laquelle il faut ou pas dépénaliser l'homosexualité au Cameroun. De toutes les façons, on en parle dans le cadre du grand débat édition de ce 28 février 2021. Ce matin, ils seront analystes politiques, ils seront consultants, ils seront hommes politiques, femmes politiques à défendre ces différents thèmes que nous avons soulignés. Nous commençons par le tout premier invité qui n'est nul autre que M. Lionel Kungaba, qui représente le SDF sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur, bonjour à mes co-panélistes et bonjour à tous nos téléspectateurs. Comment ça va? Ça fait... c'est la première fois que vous venez à Camdis Télévision, si je me trompe. À Grand Débat, oui, mais pas Camdis Télévision. Je suis un habitué des plateaux de Camdis Télévision. Que ce soit les émissions en anglais le samedi ou les émissions en semaine avec 16 Bondier. J'y suis. Donc, je suis un habitué du plateau de la télévision républicaine. D'accord, merci, on vous dit bienvenue une fois de plus ce matin dans le cadre de cette émission. Le second invité, il s'agit de Fouapon Hassan Mounioutou, consultant permanent sur les antennes de Camdis Télévision dans l'émission Grand Débat. Bonjour. Bonjour Monsieur Joël Sinewende, bonjour à mes copanélistes et bonjour à nos millions de téléspectateurs. D'accord. Alors, une autre invitée qui nous fait l'honneur de sa présence ce matin sur notre plateau, il s'agit de Florence Dikoumé, communicante au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Une fois de plus, vous êtes avec nous, on vous dit bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tout le riche panel, bonjour à la dynamique équipe du Grand Débat et bonjour à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Merci bien. Le quatrième invité va certainement nous rejoindre. Il s'agit de Rodrigue Guéguim. On verra bien si en seconde partie de cette émission, il pourra nous rejoindre sur ce plateau. Le temps pour nous d'aller du côté de la régie, marquer un arrêt pour prendre le round-up de l'actualité qui porte l'estampille, la signature Mathieu, l'empreinte vocale, la griffe de Roland Till. Round-up de l'actualité. Dans une Afrique noire où l'homosexualité est souvent mal vue, le Cameroun est régulièrement pointé du doigt par les organisations non gouvernementales, car l'homosexualité y est non seulement un délit passible de 5 ans de prison, mais aussi l'homophobie est partout présente. L'homosexualité est illégale au Cameroun depuis 1972, comme nous pouvons le constater dans l'article 347, alinéa 1 du Code pénal. Mais comment comprendre que depuis peu, des individus se livrent ouvertement à des actes allant dans ce sens et ne se sont jamais sentis inquiétés? C'est pourquoi l'arrestation très récente de Shakiro, le célèbre transgenre camerounais, et qui jusqu'à il y a peu a toujours publié ses vidéos homosexuelles à caractère vraiment sexuel, a suscité des interrogations dans l'opinion nationale et internationale. Pourquoi maintenant? Certains répondent immédiatement qu'il s'agirait d'un plan secret du régime en place pour attirer les États-Unis d'Amérique. D'autres, à l'instar du rappeur camerounais Valsero, qualifient cette arrestation d'absurde et déclarent, je cite, « On arrête quelqu'un parce qu'il est homosexuel. L'homosexualité, c'est une maladie qui va disparaître comme par magie quand il ira en prison. » Je vous rappelle qu'un top 50 avait été rendu public, mais aucun d'eux n'est allé en prison. Pourquoi Shakiro mériterait-il donc la pendaison
pour les mêmes fautes dont sont coupables des gens qui vivent librement dehors. Laissez ce gars. Fin de citation. D'autres encore, tels Maître Alice Com, avocate de Loïc Midrel Njokam alias Shakiro et ses complices, estime que l'arrestation de ce dernier est une violation des principes de la Constitution, car, informe-t-elle, et je cite, « L'arrestation a été illégale. Il n'était pas en flagrant délit et selon l'article 347 alinéa 1 du Code pénal, seule est punie une personne qui a des rapports sexuels avec une autre personne du même sexe. » Fin de citation. Si tant est donc que cette arrestation fait couler beaucoup d'encre et de salive et que plusieurs réprouvent cet acte, l'on en vient à se demander si l'on devrait dépénaliser l'homosexualité au Cameroun. Parlons de toute autre chose à présent et intéressons-nous à l'économie du pays. L'on apprend qu'en ce qui concerne le pipeline Tchad-Cameroun, l'État du Cameroun, à travers la Société nationale des hydrocarbures SNH, envisage racheter les actions dont possède le Tchad dans son projet et pourrait de ce fait débourser jusqu'à 150 milliards de francs CFA pour la transaction. En sport, 10 mois, c'est ce qui reste pour boucler les chantiers de la CAN 2021. Alors que le pays vient de réussir le pari de l'organisation du championnat d'Afrique des Nations, il devra également tenir celui de l'organisation de cette autre compétition qui devra accueillir 24 équipes sur 6 sites, parmi lesquels le complexe sportif d'Olembe qui fait baver plus d'un depuis quelques jours. Voici donc, chers téléspectateurs, l'essentiel des faits qui ont alimenté cette semaine qui rentre en gare. Des faits qui seront vus et revus par les panélistes du grand débat. Bon débat et merveilleux dimanche. Merci à Roland Ntil pour sa signature mature de ce random qui retrace l'actualité telle que traitée par la rédaction centrale de Camdis Télévision. Et dans le reste de l'actualité, le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou-Djoumessi a procédé à la réunion d'évaluation des travaux, la réunion d'évaluation des chantiers routiers dans la région de l'Ouest Cameroun. C'était le 23 février dernier en présence des membres techniques, on va le dire ainsi, de son département ministériel et des partenaires qui entrent dans la Constitution, alors la construction des grands chantiers routiers du côté de la région de l'Ouest Cameroun. Suivant le reportage de Pierre Benakoigna. Après l'évaluation des chantiers d'infrastructures routières en cours d'exécution dans la région du Sud hier par le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou-Djoumessi, c'est le tour des régions de l'Ouest ce mardi 23 février 2021. Voici 3 années, échange de correspondance. On écrit, on écrit, on écrit, on écrit, on écrit. Ce que nous voulons, c'est le tronçon de route. C'est tout. C'est le tronçon de route. En question-réponse dans la salle des conférences du ministère des Travaux publics, les maîtres d'ouvrage ont répondu aux questions du ministre Emmanuel Nganou-Djoumessi qui veut une clairvoyance au sujet de tout ce qui freine l'évolution de certains travaux au moment où d'autres chantiers donnent satisfaction. Nous avons fait le point avec le ministre. Le ministre a posé des questions sur l'avancement du projet et sur les contraintes qui empêchent au projet d'avancer normalement comme il devait avancer. Donc on a fait ce point-là. Des instructions ont été données aux parties prenantes du projet. À l'Ouest, par exemple, les travaux de construction des routes de désenclavement du bassin agricole de l'Ouest connaissent quelques difficultés, mais un futur radieux est envisagé. L'entreprise SR n'a pas de matériel. L'entreprise SR n'arrive pas à approvisionner son chantier comme il devrait l'approvisionner. L'entreprise a déjà assuré plusieurs fois, mais on n'a pas vu l'effet. Elle a encore assuré une fois de plus. On attend voir. Après le tour du réseau Nord, avec le point sur les constructions et réhabilitations des chantiers routiers, prévu mercredi 24 février 2021, le ministre Emmanuel Nganou-Djoumessi mettra fin aux travaux par un point de presse à travers lequel il reviendra sur les résolutions prises au cours de la rencontre. Merci bien à Pierre Benakoigna pour ce reportage. Hassan Fouapondant directement dans le vif du sujet. Premier thème inscrit à l'ordre du jour, les grands chantiers routiers au Cameroun, les bons points du MINTP. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation des grands chantiers au Cameroun? Quel est l'état des lieux? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que depuis
au moins 2014, le Cameroun est lancé dans un vaste chantier, dans de vastes chantiers routiers. On peut effectivement citer ici les autoroutes, Yaoundé-Douala, Yaoundé-Simalène et l'autoroute de Kribi. Il y a aussi des chantiers dans des régions comme la région de l'Est, la région de l'Ouest, mais aussi dans la région du Sud. Il faut en réalité dire qu'il y a un adage populaire qui dit là où la route passe, le développement suit. Et en tant que pays engagé dans l'émergence à l'horizon 2035, le Cameroun ne peut bien évidemment que se lancer dans de tels chantiers, puisque ce sont ces chantiers qui peuvent booster les échanges, autant des échanges nationaux que des échanges internationaux, puisqu'il y a des corridors qui vont lier par exemple le Cameroun à la République centrafricaine. Vous savez qu'il y a aussi des échanges entre le Cameroun et le Tchad. Et c'est aussi le lieu pour moi de souligner le fait qu'il ne faut pas toujours oublier qu'il y a un corridor qui lie le Cameroun au Congo en passant par l'Est. Et il est important effectivement qu'on puisse voir dans quelle mesure moderniser ces différentes routes-là. Nous viendrons bien évidemment plus tard pour voir quel est le niveau d'avancement de ces travaux. Est-ce que les choses se passent toujours telles que prévues? Parce que nous savons également qu'il y a une bureaucratie qui freine en quelque sorte ces chantiers qui sont pourtant le socle du développement de notre pays. D'accord. Alors, Lionel Kungaba, c'est clair, Hassan Fapon a présenté l'état des lieux de façon générale des infrastructures routières au Cameroun. Mais je voudrais savoir, c'est clair, pour l'année 2020, le budget du ministère des Travaux publics était évalué à 459,609 milliards de francs CFA. Est-ce que vous avez le sentiment, rendu en 2021, que les choses ont avancé, s'il faut faire une comparaison par rapport au budget de 2020? Alors, comme vous le savez bien, au Cameroun, nous avons toujours le budget qui est très élevé et sur le terrain, il est difficile de pouvoir voir le résultat après toute dépense. Le budget 2020 qui a permis à ce que quelques projets soient entamés, parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire, M. Fapon l'a dit, depuis 2014, il y a des grands chantiers qui ont été lancés, notamment l'Aslo-Douala-Yaoundé ou l'autoroute Simalène-Yaoundé. Il y a aussi d'autres projets tels que la route qui lie le Nigeria au Cameroun, passant par Enugu. Donc, je crois que le ministère des Travaux publics a pour rôle de pouvoir aménager ce territoire qui est notre pays. Mais malheureusement, nous avons toujours ces budgets colossaux qui sont votés au début de l'année de l'exercice. Et à la fin, il est toujours difficile de pouvoir voir le résultat qui a été qui est attendu. D'accord. Alors, Florence Dikoumé, on parle de lenteur administrative, c'est clair, dans l'exécution, on va le dire ainsi, des projets. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui crée ce blocage? Non, le blocage pourrait se situer à différents niveaux pour la simple raison que mon caponaliste faisait maintenant allusion à des financements colossaux, mais à la fin, on ne voit rien. Non. Dites-vous que pour la construction des infrastructures de base telles que le réseau routier, le montant même alloué au ministère est infime. Ce n'est pas suffisant pour l'exécution de tous ces travaux-là. C'est pourquoi il y a beaucoup d'intervenants pour la construction des routes. Au-delà du ministère des Travaux publics qui peut être le maître d'œuvre, nous avons beaucoup de partenaires internationaux et il y a d'autres ministères également qui rentrent en droite ligne à la construction de ces routes-là. Alors, qu'est-ce qui coince? Souvent, il y a la matière première. Comme le disait le ministre la dernière fois, il y a les liens par rapport au bitume qui ne sont pas toujours disponibles. Donc, il faut déjà attendre qu'il y ait cette matière d'œuvre-là. Les lenteurs sont parfois dues au fait qu'il y a beaucoup de ministères qui rentrent en synergie et parfois nous avons des contrats de concession comme nous signons avec des partenaires étrangers qui amènent, n'est-ce pas, leurs outils de développement qui sont leurs entreprises. Ils peuvent vous dire c'est 24 mois, n'est-ce pas, pour la livraison, mais au bout de 24 mois, on réalise qu'il y a des retards cumulés pour la seule raison que souvent la matière d'œuvre n'est pas sur place. Il faille l'importer, n'est-ce pas, de leur pays d'origine. D'accord. Alors Hassan Fapon, est-ce que c'était nécessaire au vu peut-être du bilan qui peut, d'une manière ou d'une autre, ça va dépendre des analyses de tout un chacun, être un peu mitigé. Est-ce qu'il était important de revoir à la hausse, on va dire ainsi, le budget du ministère des Travaux publics? Parce qu'il y a une nette amélioration contrairement à l'année, à l'exercice 2020.
il faut dire qu'il était nécessaire de revoir le budget à la hausse, surtout lorsqu'on sait que les projets qui devraient être livrés en 2019 ou même en 2018 ont vu leur délai prorogé. Et vous savez également, la représentante du RDPC, si je ne me trompe pas, Madame Dikoumé, l'a bien signalé, il y a des contraintes. Il y a des contraintes qui font en sorte que, à certains moments, parfois, même le profil des projets peut être revu. Il y a des partenaires qui peuvent désister et cela peut donc nécessiter qu'on revoie à la hausse le budget. Mais comme elle a si bien dit, la réalisation des chantiers routiers ne peut pas reposer uniquement sur le budget du ministère des Travaux publics. Parce qu'il faut d'autres partenaires qui vont ici entrer en jeu. Sont d'accord? Et donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas tout simplement analyser la réussite ou l'échec de la réalisation des chantiers routiers en se fondant uniquement sur le budget du MINTP. Sont d'accord? Donc c'est à peu près ce qu'il faut dire ici. D'accord. Alors, s'il y a d'autres partenaires, c'est clair, qui interviennent dans la chaîne, ça pourrait quand même nous permettre de questionner, comment je vais dire, les appels d'offres. C'est quand même le ministère des Travaux publics qui lance les appels pour les entreprises BTP, sinon. Tout à fait, c'est le ministère qui lance les appels d'offres. Lorsque vous venez, on vous montre ce qu'on attend de vous pendant la signature. Il peut arriver que pour une simple bretelle que vous avez voulu, vous pouvez mettre des structures sous-jacentes telles que des aménagements dans un rond-point, des feux de signalisation et tout le reste. Lorsque l'entreprise arrive, elle vous dit par exemple que le budget alloué pour cela est infime. Il faille des raccordements. Et ce n'est pas au ministère de refaire cela, c'est le ministère du Plan qui élabore les projets, qui devra revoir son projet. Et vous réalisez qu'à ce niveau maintenant, le projet étant revu, automatiquement, la longueur est manifeste. Nous réalisons qu'il y a des rallonges de 24 mois, surtout à 36 mois, pourquoi même pas 48 mois. Donc autant de choses souvent lorsqu'il y a un projet. Et lorsque je vous ai dit qu'il y a une synergie des ministères, c'est parce que lorsque un ministère lance parfois un projet, retenez que quand on parle du ministère de la planification, tout en fait repose de ce côté-là. Tous les projets sont élaborés au niveau de l'économie et du plan. Et cela est un suivi du côté du ministère comme celui du Travaux publics en ce moment. Lorsque lui, il n'a pas élaboré un plan, vous venez, il lance un appel d'offres, vous arrivez, vous revoyez, n'est-ce pas, la copie, automatiquement le dossier va retourner au ministère de l'économie et du plan. Donc ce n'est pas la faute du ministre des Travaux publics si souvent nous assistons à ce genre de lenteur. Vous avez vu le cas du stade Olembe, qui n'est pas une route. C'était un stade. Pichini était là. Il y a maintenant des aménagements que le Cameroun a apportés après. Pichini vous a dit que non, avec l'argent qu'il a perçu, il ne peut pas faire ces aménagements-là qui sont coûteux. Malgré les 4 milliards que nous avons rallongés, il a fallu, n'est-ce pas, que Pichini prit la tente, récupère ces 4 milliards, estimant même que ça rentrait en 3 lignes de tout ce qu'il avait déjà fait et qu'il reparte. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas l'homme qui appelle, n'est-ce pas, qui lance l'appel d'offres, qui est toujours tributaire de l'ossature du projet. D'accord, Lionel Kungaba, vous avez envie de réagir rapidement sur la question. Je crois que lorsqu'on parle d'un projet structurant, surtout comme l'aménagement du territoire, surtout les routes, il s'agit ici d'une question très importante où il faut d'abord commencer par une étude de faisabilité. Lorsqu'on parle d'une étude de faisabilité, c'est pour avoir un overview de ce qui doit être fait et comment est-ce que ça doit être fait. Lorsque Madame Dikoum vient nous dire ici que la lenteur est due au fait que beaucoup de ministères sont impliqués dans le processus ou qu'il n'y a pas de matière première, mais je suis un peu étonné. Lorsqu'on vote un budget et qu'on sait que dans ce budget, ou lorsqu'on lance un appel d'offres international pour financement d'un projet, on prend toutes les mesures disponibles pour pouvoir mettre à disposition du prestataire ou de soi-même le matériel ou la matière première pour pouvoir effectuer ce projet. Mais lorsque vous dites qu'une entreprise arrive et fait des modifications, pour que vous lancez déjà un appel d'offres, il y a ce qu'on appelle le cahier de charges. Le cahier de charges définit exactement ce que vous voulez. Pour que vous puissiez soumettre votre dossier pour candidater à un marché qui a été lancé ou à un appel d'offres qui a lancé, vous prenez ce qu'on appelle le DAO. Le DAO, c'est un document qui permet de savoir exactement qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que vous allez faire et quel est le rendement.
Vous, en tant que technicien, si vous venez et que vous acceptez l'argent qui est proposé, ça veut dire que vous savez que vous êtes capable de le faire. Maintenant, il y a des intempéries comme peut-être le climat qui peuvent permettre à ce que le chantier n'avance pas. Mais s'il faut y parler de la technicité, du matériel et le financement, moi je ne crois pas que ça doit être, on doit avoir des justificatifs à ce niveau-là, parce que c'est des choses qui sont prévisionnelles, c'est des choses qu'on peut toucher, c'est des choses qu'on sait, qu'on évalue, et on peut déjà savoir que à tel montant, on peut faire ci ou ça. C'est pas la première fois qu'on fait des routes au Cameroun. On sait exactement qu'1 kilomètre de route dans le centre nous coûte tel montant parce que nous avons des pierres ici dans le centre, on n'a pas besoin d'aller acheter le gravier ailleurs. On sait que 1 kilomètre de route dans l'extrême nord nous coûte tel montant. Je ne vois pas pourquoi est-ce que ça doit être un problème ou que on doit essayer de chercher à justifier l'injustifiable. Madame Dikoumé, vous et votre gouvernement, le gouvernement de M. Biya, vous savez bien que le ministère qui est en charge des travaux publics est un ministère qui ne fait pas son travail. La personne qui est à la tête n'est pas effective, n'est pas efficace. Il ne donne pas le rendement que nous sommes en train d'atteindre. Nous, les Camerounais, nous avons besoin de voir des villes ou des routes être aménagées, de voir des villes se développer. Maintenant, lorsque vous avez à la tête d'un département ministériel comme celle-là, où à chaque moment il faut convoquer la presse pour donner des justificatifs aux lenteurs et justifier son inefficacité, ça devient très difficile. Ça devient très difficile. Je crois qu'il est temps que dans un pays comme le Cameroun, où on a besoin d'être émergent en 2035, si vraiment c'est possible, qu'un ministère comme le ministère des Travaux publics puisse travailler avec beaucoup de précision, qu'on ne navigue pas à vue, où on vient nous dire il y a eu ci, il y a eu ça. Moi, je prends par exemple le cas du stade d'Olembe. Lorsque vous parlez du stade d'Olembe, moi j'ai rencontré les responsables de Pichini. J'ai rencontré les responsables de Pichini parce que moi, je ne parvenais pas à comprendre le fait que beaucoup d'argent soit mis dans un projet comme celle-là et que après 30 mois, comme ils avaient dit dès le début, le projet ne soit pas livré. Ils ont avancé des raisons que moi, j'ai trouvé un peu très banales. Ces raisons-là étaient banales parce que tout le tort a été versé sur l'État camerounais. Lorsqu'on s'engage à faire un projet comme le stade de Paul Biya d'Olembien, ça veut dire que le financement y est. Même si on n'a pas de financement, on sait où est-ce qu'on va puiser ce financement-là. Mais si on se retrouve où on est bouché, on est buté à un niveau parce qu'il n'y a pas de financement pour avancer, ça devient un problème. Ça devient un problème. Un projet de 30 mois, on se retrouve à 60 mois, 90 mois, c'est déjà un autre problème. Comment est-ce qu'on va avancer avec le deuxième projet si le premier n'est pas fini? Vous avez parlé du budget 2020. Aujourd'hui, nous sommes en 2021 et on est en train de parler de 2021. Monsieur Fouapo l'a bien dit, ces projets qui ont été entamés 2018, 2019, 2020 n'ont pas été achevés. Et pourtant, les délais ont déjà été prorogés à plusieurs reprises. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Qu'en est-il des prévisions qui ont été faites? Parce que lorsqu'on parle déjà d'un budget, comment vous avez le budget programme. Lorsqu'on parle d'un budget programme, ça veut dire qu'on essaie d'estimer qu'est-ce qu'on peut faire pendant un certain nombre d'années. Et au Cameroun, c'est 3 ans. Lorsqu'on n'a pas achevé un projet qui a commencé en 2019 et on est en 2021, quel est donc le résultat qu'on va donner après le programme de 3 ans qui a été entamé en 2019 et qui s'achève en 2021? Qu'en est-il du programme qui doit commencer en 2021 pour 2024? Est-ce que ça va? Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois juste que le ministère des Travaux publics doit mieux s'approprier de la technicité sur le terrain et mieux implémenter sa politique. La politique qui est en train d'être implémentée actuellement n'est pas la bonne. Et c'est pour ça que le résultat n'y est pas. C'est pour ça que le résultat n'y est pas. Je crois que nous avons des ingénieurs qui sont sortis des très grandes écoles au Cameroun qui font la fierté de notre pays au-delà même de nos frontières. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les exploiter? Pourquoi toujours faire croire que c'est des entreprises étrangères qui peuvent venir nous faire la magie? Je ne vois pas. Lorsque vous regardez par exemple le génie civil au Cameroun, vous regardez les routes qui ont été faites par le génie civil dans le Septentrion et vous voyez les routes qui ont été faites par des entreprises. Excusez-moi la publicité, hein, je prends une entreprise comme MAC par exemple, qui est une entreprise camerounaise. Vous voyez une autre entreprise
qui est Arab Contractor, qui n'est pas une entreprise camerounaise. Vous voyez les différents types de matériel qui sont utilisés et le résultat qui est rendu sur le terrain. Vous vous posez plus de questions à savoir pourquoi on ne peut pas investir sur la main-d'œuvre locale et promouvoir les entreprises locales. Voilà un peu ce qui s'est passé. Lorsque vous avez vu, on a lancé l'autoroute Douala-Yaoundé, il y a eu des entreprises qui ont été créées. Et ces entreprises, lorsque vous rentrez dans le conseil d'administration, vous vous rendez compte que ce sont des ministres, ce sont des directeurs qui sont membres de ce conseil d'administration. Je prends l'exemple de route DAF sur l'axe Douala-Yaoundé. Quand vous regardez le conseil d'administration de route DAF, vous vous posez des questions à savoir comment est-ce que vous pouvez être celui-là qui ordonne ou qui fait un cahier des charges et vous êtes encore la même personne à aller vous asseoir et essayer d'être le prestataire de ce même projet. Ça devient difficile. Ça devient très difficile. Quand vous le faites, qui est donc celui-là qui doit venir vous contrôler? D'accord. Permettez que je revienne. D'accord, allez-y. Pour vous dire que la nouvelle implémentation, n'est-ce pas, dans les chantiers routiers au Cameroun, est structurée autour de l'utilisation du matériau local. Il faudrait qu'ils le sachent d'abord. Lorsque nous retrouvons donc en panne de liens, c'est simplement dû au fait que la Sonara aujourd'hui bat un peu de l'aile. C'est-à-dire qu'elle tourne à 2%. Ce qui veut dire qu'automatiquement, on se retrouve très en difficulté, très embêté. S'il fallait donc laisser la Sonara pour retourner, n'est-ce pas, dans le pays d'origine de l'entreprise adjudicataire qui exécute la structure au Cameroun, aller chercher le matériel et ramener. Nous ne sommes pas sans oublier qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, de structures que nous utilisons ici qui sont que des montages. Parce que fabriqués, n'est-ce pas, dans les pays d'origine de ces entreprises-là, on les amène simplement ici pour monter, n'est-ce pas, les structures que nous attendons. La plupart de ces choses ne se fabriquent pas sur place. Vous savez, nous ne voulons pas une critique. Non, il ne faut pas une critique. Laissez la critique servile, laissez, n'est-ce pas, la critique politicienne. Nous sommes là pour essayer de comprendre ce qui ne va pas et ce qui va. Quant à dire que le ministère ne fonctionne pas, mais non, quand même, si vous avez voyagé ces derniers temps, vous comprendrez franchement que le Cameroun a un vaste chantier. Pas simplement depuis 2020, toute l'année 2021, 2020, 2019, le Cameroun est en chantier. Vous êtes constamment allé de côté de l'ouest. La route Bamenda-Babajou, ne me dites pas que vous êtes étranger à cette route-là. Manfé-Kumba, ne me dites pas que vous êtes étranger à cela. Tout ce qui se passe, n'est-ce pas, du côté de l'extrême nord, Maroua-Mora, passant par Dabanga, ne me dites pas que vous êtes surpris. Ces routes-là se construisent, elles sont effectives. Il y a beaucoup de corridors qui ont déjà été livrés. Le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Cameroun, Gabon, Cameroun, Congo-Brazzaville, il y a quelques jours encore. Comment vous pouvez estimer que le ministère ne fonctionne pas? À la tête, il y a quelqu'un qui ne donne pas. Non, je voudrais vous dire que si vous parlez d'un ministère qui ne fonctionne pas, vous êtes en train d'insulter toute l'intelligence de ces ministères-là et pas seulement que le ministre. Parce que ce n'est pas le ministre qui descend sur le terrain exécuter les travaux. Ce n'est pas le ministre, n'est-ce pas, qui tient qui va, n'est-ce pas, dans les missions de surveillance et de suivi. Ce n'est pas le ministre qui va là-bas. Il y a bien des cas de ces ministères, des directeurs qui représentent le ministre. Et constamment, ces ministres dont vous parlez, nous l'avons toujours vu, même en visioconférence, avec tous les éléments, toute la structure, n'est-ce pas, pour essayer de savoir ce qui va, ce qui ne va pas. C'est l'un des rares ministres qui constamment interroge ces régionaux, qui sont sur le terrain pour savoir ce qui ne va pas. Parce que ce que vous oubliez, c'est que quand on parle des routes, il y en a plusieurs. Depuis 1979, par un décret présidentiel, nous avons classification des routes chez nous. Ce n'est pas toutes les routes que le ministère ira tout de suite visiter. Il y a des endroits où il est maître d'œuvre, des endroits où il ne l'est pas. Parce qu'il travaille concomitamment avec les communes, en même temps avec des partenaires étrangers. Donc, ne pensez pas le ministre d'incapable ou d'incompétent. Non, je ne suis pas son avocat, mais je suis en train de dire que c'est un ministère qui fonctionne. Nous sommes constamment sur le terrain. Moi, personnellement, quand je parle la route de Dabanga, Mora, Maroua, Bogo, j'y étais il y a quelques temps encore. Et il y a quelques jours, nous avons le ministre tchadien des Travaux publics qui était au Cameroun, qui a été reçu en audience par le chef de l'État. En ce moment, il y a déjà des prémices. Yagoua, Bongor au Tchad, où il y a, n'est-ce pas, la première pierre déjà d'un pont sur le Logon, afin, n'est-ce pas, de ramener les coûts et de pouvoir limiter, n'est-ce pas, les distances. Donc, je crois qu'il faudrait que M. Kougamba descende un peu sur le terrain et regarde de très près, sinon touche du doigt ce qui se passe avant que de... Vous allez revenir. Vous allez revenir. Ça ne va pas être... C'est juste de votre côté là. Je reviens à vous. Je reviens à vous, je vous en prie. Alors, Hassan Fouapon, au-delà de ce qui vient d'être dit, je voudrais quand même prendre la chute de Florence Dikoumé.
il y a quand même c'est pas toutes les routes qui relèvent de la compétence, on va le dire ainsi, du ministère des Travaux publics. Quelles sont les classifications, on va le dire ainsi de façon triviale, quelles sont les routes qui relèvent, on va le dire ainsi, de la compétence du ministère des Travaux publics et les routes qui relèvent de la compétence des communes? Il faut dire, à la suite de ce qu'elle a dit, qu'il y a effectivement ce qu'on appelle les routes nationales. Oui. Les routes nationales sont celles qui lient par exemple des chefs-lieux de région comme Yaoundé Douala, qui relèvent forcément de la compétence du ministère des Travaux publics. Mais il y a des routes communales. Les routes communales, à l'heure de la décentralisation, on ne peut pas faire reposer la réalisation des chantiers routiers ou bien le développement des infrastructures routières sur le seul ministère des Travaux publics. Même au-delà de la classification des routes, tout à l'heure elle a dit, le développement des infrastructures routières ne peut pas être la responsabilité du seul ministère des Travaux publics parce que ça rentre dans une planification globale. Et la planification est portée, on le sait, dans ce pays, non seulement par les responsables des politiques, à la tête, dont le premier est le chef de l'État, mais on sait quel est le ministère qui porte la planification. C'est le ministère de l'économie et de la planification et de l'aménagement du territoire. Le ministère de l'État n'intervient qu'en tant que maître d'œuvre. C'est-à-dire qu'il est en quelque sorte le technicien, le département ministériel technique qui est donc chargé de suivre, de faire les appels d'offres et de suivre la réalisation de ces projets-là. Au-delà de tout, il faut quand même dire que lorsqu'on parle des chantiers routiers au Cameroun, il y a 2 ou 3 difficultés qu'il faut relever. La première difficulté, de mon point de vue, c'est la maturation des projets. Parce que dans le discours du représentant du SDF, on voit bien qu'il y a un problème dans la maturation des projets. On a souvent l'impression qu'on se lance dans les projets alors qu'on n'a pas examiné les tenants et les aboutissants. Et c'est pourquoi à certains moments, ça coince. Vous allez voir que certains chantiers sont lancés depuis 4 ou 5 ans alors qu'on n'a même pas encore indemnisé les riverains. C'est un véritable problème. C'est pourquoi parfois ces riverains eux-mêmes constituent une entrave à la réalisation des projets. Vous allez voir que c'est la raison pour laquelle à certains moments on se rend compte que le profil du projet a même été mal pensé et qu'il faut le revoir, ce qui entraîne le prolongement des délais, ce qui entraîne la rallonge justement au niveau des financements. Donc il faut véritablement que les projets soient suffisamment maturés pour qu'on n'observe plus de tels blocages. D'accord, mais il faut également dire, parce que de l'avis de certains techniciens, l'existence même d'un ministère des Travaux publics est querellée. Parce qu'on se demande ce que vient encore faire un ministère des Travaux publics, alors qu'on pouvait donner à chaque ministère la responsabilité de suivre même ces chantiers, de réaliser ces œuvres à travers une direction même des travaux publics au sein peut-être de chaque ministère, de chaque département ministériel. Donc l'existence même d'un ministère des Travaux publics peut créer la cacophonie au sein du gouvernement. Et c'est pourquoi parfois il n'y a pas toujours une synergie d'action entre les différents départements ministériels. Donc de manière technique, on peut même questionner la nécessité d'un ministère des Travaux publics. D'accord. Alors Lionel Kungaba, vraiment, toutes mes excuses. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'on ne pourrait pas quand même avancer l'argument de la Covid-19 pour justifier aussi le fait, ça c'est clair, que d'une manière ou d'une autre, l'avancement des travaux des grands chantiers routiers n'ont pas été exécutés normalement. Parce que c'est un fait qui n'est pas banal. Alors, je crois que les bons points du ministère des Travaux publics, il y en a. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui peint. On peut quand même les citer, parce qu'il ne faudrait pas que le Camerounais lambda pense qu'il n'y a rien. Lorsqu'on parle des bons points, il y en a. Lorsque vous regardez, je vous ai parlé par exemple du Septentrion, quand vous parlez d'Abanga, c'est un axe que lorsque vous empruntez, vous êtes fier d'être Camerounais, vous êtes fier. Lorsque vous allez du côté de Campo, par Kribi, vous regardez ce qui a été fait là-bas, vous êtes très content. Il y a encore quelques jours, j'y étais. Mais je crois que notre rôle, il n'est pas de chercher à justifier ce qui n'est pas réel. Lorsque Mme Dikoumé essaye de justifier ou de dire que le Cameroun est en chantier et me parle de Babajou, j'ai envie de pleurer. Madame Dikoumé, je ne sais pas si vous avez fait un tour du côté de Babadjou depuis quelque temps. Moi, je suis ressortissant du Nord-Ouest. Je ne suis pas allé dans mon village il y a longtemps parce que je ne peux pas emprunter cette route-là. Je dis cette route n'est pas praticable. Ceux qui empruntent, c'est des gens qui ont des 4x4 dans des très grosses VX qui peuvent mieux s'en sortir. Nous, qui sommes des débrouillards qui empruntons le transport en commun, c'est très difficile pour nous. Je peux vous dire aujourd'hui que
Aujourd'hui, on ne parle pas de cette route parce que nous sommes en saison sèche. Lorsque une goutte de pluie va s'abattre sur le sol de Babadjou à Bamenda, vous allez toujours comprendre et vous allez voir dans les réseaux sociaux que chaque matin, les véhicules qui sont quittés de Yaoundé, Douala, vont s'aligner de Babadjou jusqu'à Bafoussam pour attendre à ce qu'il y ait un peu de soleil pour qu'ils puissent traverser. Ça, c'est ce que nous sommes en train de décrire. Nous demandons au gouvernement de faire son travail à travers le département ministériel qui est en charge de ce travail, qui est le ministère des Travaux publics. Maintenant, parlant de la crise sanitaire actuelle. La crise sanitaire actuelle n'est pas un frein. Je crois que les pays qui se sont adaptés à la situation sont en train d'avancer. Les choses avancent normalement. Vous n'allez pas me dire qu'un chantier, que la crise sanitaire actuelle a un impact de plus de 50% sur un chantier. Si avant que la crise n'arrive, pourquoi est-ce que les chantiers n'étaient pas livrés? Pourquoi est-ce qu'on doit prendre la crise actuelle comme un alibi? Ça ne doit pas être un alibi. Surtout que lorsque vous êtes dans un chantier ou lorsque vous êtes sur un projet comme celle-là, il n'y a pas un impact qui touche. C'est pas comme un marché où vous avez 1000 personnes qui se retrouvent dans ce marché-là. Non. Il y a des mesures qu'il faut respecter. Par exemple, nous sommes sur un plateau de télévision. Avant d'entrer ici, vous avez apporté du gel pour permettre à tout un chacun de se désinfecter les mains. C'est des mesures qu'il faut prendre lorsqu'on sait qu'il y a une crise comme celle-là. Actuellement, les structures sont en train d'être fermées. Fermées pourquoi? Parce que cette crise où le taux de contamination est encore en train de monter. Maintenant, si vous êtes dans un chantier et que vous savez qu'il y a le risque d'être contaminé, il y a des mesures barrières, il y a des mesures de protection qu'il faut prendre pour pouvoir continuer avec le travail. Vous n'allez pas me dire que depuis que cette crise a commencé, les chantiers n'avancent pas ailleurs. Nous voyons bien que les chantiers avancent ailleurs. On a parlé ici de la synergie entre le Tchad et le Cameroun. Je suis très content que vous preniez l'exemple du Tchad et le Cameroun. Je vais vous prendre un exemple d'un pays voisin qui est le Nigeria. Une route qui a été financée par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement qui est Bamenda. Cette route lie Bamenda à Enugu au Nigeria. Lorsque vous prenez la partie à partir de la frontière du Nigeria jusqu'à Enugu, vous regardez la qualité de la route et la dimension de la route. Et lorsque vous entrez du côté camerounais, vous prenez la même route, le même projet. Vous regardez la qualité de la route et la dimension de la route. Vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose de bien. Alors que ce projet, le coût de ce projet est presque la même chose. Et nous avons même plus le matériel, la matière première pour les travaux que la partie nigériane. Mais les autres ont pu faire des bonnes choses. Mais nous, quand vous entendez, on vous dit un directeur a pu distraire tel montant et que le projet n'a pas avancé. Madame Dikoumé, ça c'est des choses qu'il faut essayer d'appeler et dire à vos camarades qui sont au contrôle dans ces différents départements ministériels que le Camerounais a besoin de voir la palpabilité, que des choses puissent être concrètes, qu'on ne nous donne pas des discours. Faire des vidéoconférences, faire des visioconférences chaque semaine avec ses collaborateurs des régions, c'est bien beau. C'est bien beau. C'est bien beau. Mais quel est le résultat après ces visioconférences? D'accord. Alors, Florence Dikoumé, je vous passe la parole. C'est clair que tout à l'heure, Lionel Kungaba pensait, d'une manière ou d'une autre, exprimait son point de vue sur la question. Il dit que le coronavirus ne saurait justifier la lenteur au niveau de l'exécution de certains chantiers routiers qui, pour lui, sont des chantiers hyper importants. Que dites-vous par rapport à ça? Oui, avant de revenir sur la réponse de M. Kungaba, je tiens à dire ici que le RDPC n'est pas comptable de tous les directeurs qui détournent, n'est-ce pas, les projets dans les ministères. Tous les employés, tous les fonctionnaires camerounais ne sont pas membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le Cameroun appartient aux Camerounais. Lorsque vous avez le profil de l'emploi, vous êtes recruté. Lorsque vous avez un profil qui allège, qui aguiche le président de la République, il vous nomme. Donc, si les Camerounais aujourd'hui, dans leur fébrilité, je ne sais pas dû à quoi, sont devenus tous malhonnêtes, ce n'est pas le fait du RDPC, nous ne sommes pas comptables de cela. Par rapport à la pandémie de la Covid-19, oui, elle peut être un facteur, n'est-ce pas, défavorisant pour les projets routiers. Pas dans le sens de la morbidité, mais au niveau des financements. Parce que c'est une maladie qui engloutit des financements. Au-delà même de cette Covid-19, on va revenir sur l'insécurité.
Parce que on a tous été d'accord sur le plateau que Maroua, Dabanga, c'est beau. Lorsqu'on est là, on est fiers d'être Camerounais. Mais une autre réalité que j'ai embrassée sur le terrain, là-bas, c'était pas le ministère des Travaux publics. C'était le génie militaire qui est en train, n'est-ce pas, d'achever la bretelle Maroua-Koussiri. Et vous savez quelle insécurité il y a là. Et c'est le BIR qui assure, n'est-ce pas, la sécurité. Je ne sais pas, ça dit que j'ai trouvé ça un peu ahurissant. Ça dit que un ingénieur de génie civil et militaire comme lui, certes, qui est dans un engin, qui est en train de travailler, et son autre collègue qui a une Kalachnikov avec le doigt sur la gâchette. Je ne sais pas si vous voyez quelle psychose un peu s'entraîne sur celui qui travaille. Bon, c'est vrai, c'est tous des habitués des âmes. Je dis en dehors du génie militaire, je ne vois aucune autre entreprise capable, n'est-ce pas, d'aller faire ce genre de travail dans cet état de psychose-là. Donc, au-delà de la COVID-19, qui génère, n'est-ce pas, des freins au niveau, n'est-ce pas, des financements, mais il y a aussi le problème sécuritaire, que ce soit dans l'extrême nord, tout comme dans la partie du nord-ouest du pays, où je crois que c'est ça qui est aussi l'un des freins, n'est-ce pas, de la route Babajou-Bamenda, qui est en construction depuis longtemps, dont les usagers se plaignent. Lorsque tout à l'heure je faisais allusion à cette route, c'était pour signaler qu'elle est en construction. Je n'ai pas dit que c'est déjà un chantier livré. C'est pas un chantier livré. Ah, d'accord. Alors, Hassan Fouapon, on peut quand même relever, c'est clair, les bons points du ministère des Travaux publics qui, jusqu'ici, a quand même fait des réalisations. On peut les citer avec vous, naturellement. Bien sûr, je crois que Mme Dikoumé a évoqué à suffisance un ensemble de réalisations, que ce soit à l'extrême nord, que ce soit peut-être au sud-ouest. Il y a de nombreuses réalisations qui sont faites. Je connais le tronçon Manjou, Yokadouma, en passant par Batouri, qui est mon village. Voilà, ça se passe bien. On peut féliciter quand même le ministère des Travaux publics. Voilà. Il y a des travaux. Voilà, également, je connais le tronçon Gaoundal qui doit relier normalement Tibati, je crois, quelque chose comme ça. Manjou Yokadouma en passant par Batouri, vous dites. Oui. C'est déjà prêt. Ça a commencé. Ah, ça a commencé. Ça a commencé et ça se passe bien, je peux certifier parce que c'est une route que j'emprunte très, très régulièrement. Donc au-delà de ça quand même, vous avez la parole là. Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'il est clair, on ne peut pas dire que le ministère des Travaux publics n'a pas de bons points. Il y a de très bons points. Il y a des routes qui sont effectivement livrées. Sauf que de mon point de vue, ce n'est pas tant la quantité des routes qui importe aussi quand on évalue les réalisations du ministère des Travaux publics, c'est aussi la qualité de ces routes-là. Ouais. Parce qu'il ne sert souvent à rien de bitumer une route dont la dimension ne permet même pas à deux véhicules de pouvoir circuler. Ce sont parfois des routes qui deviennent accidentogènes. C'est-à-dire qu'en réalité, l'insécurité sur ces routes n'est pas à discuter. Mais il faut également dire que lorsqu'on parle des chantiers routiers au Cameroun, tout à l'heure on évoquait les entraves, la Covid-19, ainsi de suite. Mais vous savez que la Banque mondiale a aussi relevé que les autoroutes, que le kilomètre de l'autoroute au Cameroun était quand même très cher quand on le compare aux pays qui ont le niveau de développement approximatif. Le Cameroun a quand même des routes qui coûtent excessivement cher. Je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle à certains moments nous devenons incapables de financer les projets jusqu'à terme. Parce que lorsque vous avez un projet qui peut coûter 50 milliards et que vous l'évaluez à 213 milliards, il est clair qu'à certains moments, vous pouvez avoir quelques difficultés. Mais au-delà de ça, il faut dire que le ministère des Travaux publics fait déjà ce qu'il faut, mais il faut faire davantage. Parce que jusqu'à aujourd'hui, quand vous regardez par exemple les accidents qui surviennent sur l'axe Bafoussam-Yaoundé, certes, il y a des erreurs humaines, mais on peut également se rendre compte que l'étroitesse de la route n'est pas toujours favorable à une bonne circulation. D'accord, ce qui m'amène rapidement à poser cette question qui brûlait dans mon cœur depuis. Florence Dikoumé, est-ce que au-delà de la construction des routes, le ministère des Travaux publics ne devrait pas aussi se concentrer sur le réaménagement des routes qui existent déjà, parce que les accidents sont de plus en plus légion sur nos routes? Au-delà du réaménagement des routes, je vais commencer déjà par les dernières infrastructures dans le sud qui obéissent aux normes internationales. C'est-à-dire que les chaussées sont déjà larges, on a des routes à 2 voies, et il y a quelque temps encore, l'ambassadeur d'Italie était sur le terrain dans le sud avec le ministre des Travaux publics.
justement, n'est-ce pas, pour le tronçon, c'était Elunu au vent. Voilà, et je crois qu'on bavarde sur les plateaux, ils nous écoutent aussi, et il y a des rectificatifs qui sont apportés. Mais quant à l'aménagement de ces routes, il y a quelque temps ici, on a lancé un projet qui sera viable dans sous peu. C'était la reconstruction, n'est-ce pas, des postes de pesage et de péage. Tout le monde a crié, oh là, non, ça c'est encore un coup foireux, c'est pour voler, c'est pour faire ceci. Vous savez, nous avons un problème au niveau, n'est-ce pas, des aménagements de nos routes. Et à tous les coups, c'est vrai, il y a des budgets prévisionnels, mais il y a des fois où, lorsqu'une route est endommagée, on a peut-être prévu la route pour 10 ans, et 4 ans après, ça ne donne plus ça. On avait prévu pour 10 ans, automatiquement, il faut trouver des financements, ça crée problème. On s'est donc dit qu'en automatisant, n'est-ce pas, les péages, ces péages allaient être fonctionnels, générer plus de bénéfices, de manière à pouvoir autofinancer, n'est-ce pas, les aménagements des différentes routes, n'est-ce pas, nationales qui relient les capitales régionales à la capitale qui est Yaoundé. Donc je crois que c'est un projet déjà qui sera viable dans sous peu. Donc votre préoccupation a déjà trouvé réponse. D'accord, parlons justement des postes de péage avec vous, Lionel Koungaba. Je veux savoir, d'une manière ou d'une autre, à quoi servent les postes de péage? Ce sont quand même des postes qui font entrer des millions et des millions chaque semaine, mais on a toujours ce problème au niveau des routes. Quel est le rôle fondamental d'un poste de péage? À la base, lorsque cela a été pensé, c'était pour entretenir les routes. C'était un moyen de lever les fonds pour pouvoir entretenir les routes. Mais dans notre pays, ces péages-là permettent aux gens de pouvoir s'enrichir illicitement et pouvoir se rendre très très bourgeois. Il y a le fait de savoir que lorsque vous avez un pays comme le Cameroun, où vous regardez un tronçon comme Douala-Yaoundé, où vous avez, je crois, 2 péages. Ces 2 péages, au quotidien, peuvent vous donner au minimum, je dis bien au minimum, 100 millions de francs de recettes. Mais lorsque vous vous posez la question de savoir comment est-ce que ces recettes sont orientées, qu'est-ce qu'on fait de ces recettes, vous êtes ébahi. Moi, j'ai fait Campo cette semaine par voiture. Et je me suis posé la question quand je suis quitté d'Edea pour Kribi. Je me suis posé la question de savoir est-ce que le gouvernement camerounais est conscient du fait que nous avons aujourd'hui l'un des plus grands ports du Cameroun à Kribi. Lorsque vous empruntez ce tronçon Kribi et Edea, vous avez l'état de la route qui est déjà très délabreux. Et vous avez aussi l'état de la route qui est très étroite. Et vous avez des grumiers, vous avez des porte-chars, vous avez tout type de véhicules qui circulent sur cette route-là. La question que je me pose aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on ne pense pas aménager cette route avant qu'elle ne soit plus pire que ce qu'elle est aujourd'hui? Lorsque vous posez la question de savoir ce qu'on fait de l'argent du péage, c'est à ça qu'on s'attend. Que lorsqu'une route est en train de se dégrader, qu'elle soit aménagée et qu'on puise de ce fonds-là. Qu'on n'essaye pas de nous dire qu'il n'y a pas de budget ou ça n'a pas été programmé, on attend faire une autre programmation pour pouvoir aménager. Non, il y a un argent qui est stable. Lorsqu'on fait, on retient ces 500 qu'on retient par véhicule, je crois qu'il est parqué quelque part. Et lorsqu'il faut l'utiliser, c'est pour aménager ces routes-là. Mais si on l'utilise à d'autres fins, ça devient difficile, ça devient compliqué. D'accord, Sam Fapon, il pense naturellement que beaucoup de personnes utilisent des postes de péage pour s'enrichir illicitement, alors que ces postes de péage devraient servir à l'aménagement de certaines routes nationales. Alors, votre avis sur la question? Oui, pourquoi seulement même l'aménagement ou bien l'entretien? C'est ce qui veut effectivement dire l'entretien des routes. Les fonds prélevés dans les péages peuvent même servir à financer d'autres projets. D'accord, c'est la question effectivement de la traçabilité des fonds qui sont prélevés au niveau des péages et de la corruption qui gangrène au-delà de la route, qui gangrène un peu toute l'économie. Qui réceptionne cet argent? C'est le ministère des Travaux Publics ou le Trésor? Non, mais je crois que c'est le Trésor. C'est le Trésor public. Ça peut être comment? Ça peut être le ministère. J'ai dit que le ministère des Travaux Publics, c'est un technicien. Ouais. C'est un technicien. Il est là pour réaliser les travaux. Il ne peut pas entrer dans la gestion des fonds qui sont prélevés parce qu'il faut considérer l'argent du péage comme les impôts
comme les taxes. Ouais. D'accord. Donc c'est le ministère des Finances, le Trésor public qui collecte cet argent. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire que cet argent est uniquement destiné à l'entretien de routes. C'est un argent qui peut même être orienté vers le financement d'autres projets. Et dans ce sens, vous voyez que la route n'est pas simplement là pour favoriser les échanges, les transports, en fait, la circulation des biens et des personnes. La route devient dans ce sens une source de revenus. Et c'est pourquoi on ne peut pas se développer si nous ne faisons pas de très bonnes routes. Mais comme il a dit, il faut que l'argent prélevé au niveau des péages soit tracé, parce que c'est un argent qui peut aussi servir au développement du pays, à la réalisation de nombreux autres projets. D'accord, alors Florence Dikoumé, sur un budget en 2021 de 464,842 milliards de francs CFA, on alloue 45 milliards pour les fonds routiers. Est-ce que vous ne pensez pas que les calculs sont un peu faux? Parce que si on a pratiquement 464,842 milliards, on n'a plus besoin de demander de l'aide encore pratiquement à la Banque africaine de développement. On n'a plus besoin de demander de l'aide à la Banque mondiale pour construire nos routes. Qu'est-ce qui pourrait justifier ça, selon vous? Je crois que vous comptabilisez. Parce que là, je vous pose la question qu'un Camerounais m'a posée. Vous comptabilisez là les projets déjà fiables. Oui. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'il y a des projets déjà lancés qui faillent, n'est-ce pas, mettre en orbite. Il y a des projets qui sont déjà lancés, qui devraient être financés. Oui. Bon, si vous regardez cet argent en termes de projets, c'est-à-dire que déjà budgétisé, non, ça sonne faux. Mais puisqu'il y a déjà des projets sur orbite qu'on a lancés, qu'on est en train de financer, je crois qu'ils sont dans les coûts. D'accord. Alors, vous partagez cet avis? Et puis, je voudrais aussi souligner autre chose. C'est que les routes qui se font maintenant sont différentes de celles que nous avons toujours eues. Oui. Si les cahiers de charges seront respectés. Pour la simple raison qu'il y a beaucoup d'infrastructures qu'on mettra en droite ligne, n'est-ce pas, pour améliorer la qualité de vie des populations riveraines. Donc, des marchés, des écoles, des hôpitaux. Donc, si les cahiers de charges sont respectés, vous verrez que les nouvelles routes qui vont être construites maintenant seront différentes des anciennes. Mais est-ce qu'on devrait accuser des lenteurs pour indemniser des populations? Non, là, ça ne s'excuse pas. Ça ne s'excuse pas et ça ne s'explique même pas. Parce qu'avant même déjà qu'on ne commence, la première des choses, c'est d'indemniser ceux qui sont là. Il faut très bien qu'ils trouvent un nouveau lotissement. Ils ont des besoins comme vous et moi. Ils ont des urgences comme vous et moi. Donc, attendre des décennies pour les indemniser, j'ai dit non, on les pénalise en faisant cela. D'accord. Vous voulez réagir, M. Lionel? Je crois que on ne doit pas toujours penser que quelqu'un d'autre viendra développer notre pays. On a un pays qui est le Cameroun et nous devons tous nous mettre au travail pour que ce pays se développe. Si nous sommes à la tête d'un département ministériel et que le Camerounais lambda ou le Camerounais ordinaire que je suis apporte sa modeste contribution à travers des critiques sur ce qui est en train de se passer. C'est pour que la situation puisse s'améliorer et que les choses avancent. Le ministère, donc M. Nganou Djoumissi est à la charge, est un ministère qui est très important dans un pays en voie de développement comme la nôtre et je crois également qu'il faut qu'il y ait du sérieux et que beaucoup de travail puisse être fait avant la mise sur pied de certains projets. Lorsqu'on nous dit que au cours d'un projet, il y a eu ci, il y a eu ça, ça veut dire qu'il faudrait déjà qu'on pose la question à celui qui a fait l'étude de faisabilité, comment est-ce qu'il a pu nous dire que ce projet était faisable et qu'on se retrouve dans ce problème. D'accord, on prend une touche pause à la régie, on se retrouve juste derrière le décor. A tout de suite. Deuxième partie de ce grand débat sur les antennes de la plus républicaine des télévisions CAM10. Nous y sommes. Homosexualité au Cameroun, doit-on le dépénaliser? On en parle ce matin dans le cadre de cette émission. Je crois qu'on dit le dépénaliser ou la dépénaliser?
homosexualité. Une homosexualité, ok, je m'excuse, hein. On rattrape ça très rapidement. Alors vous avez la parole, Hassan Fouapon. La scène publique, on va lui dire ainsi, a été marquée, les réseaux sociaux naturellement ont été marqués il y a de cela 2 semaines maintenant avec cette arrestation de Shakiro, le célébrissime homosexuel camerounais. Comme il se fait appeler Shakiro, il a été mis aux arrêts. Quelques jours plus tard, l'artiste Madi Bella est monté au créneau pour s'insurger contre cette arrestation. Et quelques heures plus tard, elle a fait un virement à 180 à l'heure. Directement, elle présente ses excuses et elle dit que la loi doit être respectée. Votre avis sur la question? Alors, il faut d'abord commencer par dire qu'il y a une confusion quand même qui est sémée, qui est créée, parce que la véritable question qu'il faut se poser, est-ce que Shakiro est-il un travesti? Est-il un transgenre? Est-il un homosexuel finalement? Parce qu'on ne sait pas exactement de quel côté il se situe. Vous savez, l'homosexualité doit être constatée. Il faut qu'il y ait des rapports sexuels avec une personne du même sexe. Alors là, moi, j'ai souvent l'habitude de voir un travesti, c'est-à-dire un homme qui a l'habitude de s'habiller comme une femme, mais qui est dans ce qu'on peut appeler l'exhibitionnisme. C'est pourquoi l'un des chefs-d'œuvre, l'un des chefs d'accusation qui est porté à son encontre, c'est effectivement l'atteinte à la pudeur, parce qu'il y a un exhibitionnisme qui à mon avis est quand même répréhensible. Maintenant, au-delà, vous voyez toute la polémique qui est née autour des artistes qui sortent, des personnalités publiques qui sortent soit pour défendre, soit pour... Il faut dire que la question de l'homosexualité au Cameroun et en Afrique doit toujours être abordée avec beaucoup de prudence, parce qu'il faut tenir compte d'abord des sensibilités religieuses. Vous savez, on ne peut pas parler de l'homosexualité sans tenir compte de ces sensibilités religieuses, parce qu'il y a des questions morales qui entrent en jeu. Il faut également tenir compte de la tradition, des coutumes africaines. On dit qu'effectivement, ce sont des pratiques contre nature. Mais il est clair qu'on ne peut pas expliquer les faits sociaux en faisant recours uniquement à la religion et à la tradition. Parce que si on s'en tenait qu'à ces 2 éléments, je pense que le monde ne se serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Il faut donc jeter à certains moments un regard scientifique sur ces phénomènes pour voir, au-delà de Shakiro, est-ce que l'homosexualité doit être dépénalisée au Cameroun? Parce qu'il faut pouvoir comprendre peut-être l'homosexualité. Qu'est-ce qui peut pousser un être humain à être homosexuel? Et dans ce cas, je pense que il faut d'abord commencer par établir une distinction entre 2 types d'homosexualité. Il y a une homosexualité qui, de mon point de vue, peut être considérée comme une orientation sexuelle. C'est-à-dire que c'est l'orientation sexuelle d'un individu qui est plutôt attiré vers des personnes de même sexe et qui a en quelque sorte une répugnance pour des personnes de sexe opposé. Cela peut être naturel. Mais il y a une homosexualité, et c'est cette homosexualité qui, de mon point de vue, est un peu répandue au Cameroun et qui sème la confusion. C'est ce qu'on peut appeler une homosexualité sectaire. Des pratiques plutôt sectaires, des personnes qui dans le fond ne sont pas homosexuels, mais qui ont des pratiques mystiques pour parfois avoir de l'argent ou pour des questions de pouvoir. Et cette confusion qui est sémée, ces gens-là ne sont pas homosexuels. Maintenant, il faut dire que l'homosexualité, le premier type d'homosexualité peut bien, au-delà de se justifier, peut bien se comprendre, parce qu'il y a des circonstances qui peuvent bien amener un individu à être attiré vers un autre. Le cadre familial, l'éducation qu'on a reçue au sein de la famille, d'autres agents de socialisation, les médias, les groupes de paix qu'on fréquente, ainsi de suite. À certains moments, certains psychologues ont même pensé que l'homosexualité pouvait plutôt être la manifestation d'un trouble de la personnalité. Dans ce cas, vous voyez très bien que la pénalisation de ce qui peut être considéré plutôt comme une orientation naturelle peut poser problème. Moi, j'ai toujours pensé que les questions de sexualité sont des questions intimes. Et que dans ce sens, je me suis toujours posé la question de savoir comment est-ce qu'on constate cette homosexualité. Puisque pour constater cette homosexualité, il faut, au-delà de ce qui se dit, il faut constater de manière palpable qu'un individu a entretenu des rapports sexuels avec un autre. Et de ce point de vue-là, ça devient difficile. On entre là dans des questions qui peuvent
être difficile à démontrer. Mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'en Afrique, beaucoup de gens abordent ces questions, surtout avec beaucoup d'émotivité, avec beaucoup d'émotions, liées parfois à leurs appartenances religieuses, à leur attachement aux traditions. Mais il faut dire qu'au-delà de tout ça, il faut dépassionner le débat et avoir plutôt parfois un regard objectif et scientifique sur la chose. Et dans ce cas, la question de la dépénalisation peut être débattue au Cameroun. Ah, d'accord. Alors, Florence Dikoumé, je voudrais qu'on passe une base. Est-ce qu'il y a une loi qui interdit l'homosexualité au Cameroun? Bien évidemment, nous avons une loi qui interdit l'homosexualité au Cameroun. Notre constitution, comme toutes les constitutions du monde, sont basées sur la foi, c'est-à-dire que la croyance en Dieu. Ça peut être dans certains États basé sur le Coran, on trouve l'islam politique. Dans certains autres États, c'est sur la Bible chez les croyants. Et nous sommes un microcosme chez nous où on trouve tant des croyants musulmans que des croyants chrétiens. Et que ce soit dans l'une comme dans l'autre des deux tendances, l'homosexualité est sévèrement réprimée. Au sein même de la cosmogonie africaine, c'est même tabou. C'est des choses dont on ne parle pas chez nous. Je me souviens une fois encore lorsque le chef de l'État, Paul Biya, était en visite en France et que le chef de l'État en place suggérait cet état de choses, il a dit cette chose-là. Ça dit qu'il ne tolère pas ça chez lui, il n'y a pas ça chez lui. Quand il dit cette chose-là, est-ce qu'il ignorait de quoi son interlocuteur parlait? Pas du tout. Parce que chez nous, chez un Africain digne de ce nom, il y a des mots qui ne sortent même pas de nos bouches. Il y a des sujets qui restent tabous qu'on n'évoque pas. Mais vivant donc dans un monde interconnecté, comme le Cameroun, là aujourd'hui, nous vivons plus en autarcie, il faut très bien évoquer maintenant l'aspect scientifique de la chose. C'est quoi l'homosexualité? D'où est-ce que ça vient? Où est-ce que ça va? Quels sont même les mobiles qui pourraient amener un être humain à être attiré par un autre humain du même sexe que lui? C'est autant de questions que nous autres nous posons. Bon, parlez-moi de la dépénalisation de cet état de choses au Cameroun. Qu'on dépénalise ou qu'on ne dépénalise pas, ce qui est certain, c'est que chacun a ses orientations. Aujourd'hui même où la loi pénalise cet état de choses chez nous, mais on trouve des homosexuels dans la rue. Vous savez, nous passons le temps un peu à déifier la loi. La loi, elle est là, oui, mais il y en a, n'est-ce pas, qui la transgresse au quotidien. Nous la déifions inutilement. L'adultère est réprimé chez nous. Mais au sortir de ce plateau, vous trouverez une dame qui pourtant est la femme de quelqu'un, se mettant avec le mari d'une autre. Il y a des choses que nous vivons comme ça. Pourtant, la loi interdit formellement. Donc, qu'on dépénalise l'homosexualité ou qu'on ne dépénalise pas des homosexuels, il y en aura. Et ceux qui sont hétéros, le resteront, même si on dépénalise. Et puis, il y a, quand je parle donc du monde interconnecté dans lequel nous vivons, je voudrais vous dire qu'il y a des lobbying qui sont mis en place. Et il y a des gens chez nous qui appartiennent à ces lobbying-là, qui jouent leur jeu pour pouvoir justifier, n'est-ce pas, les fonds alloués par l'Hexagone, des fonds qui viennent chez nous. Ce sont des gens qui s'enrichissent derrière cet état de choses. Il y a l'industrie, n'est-ce pas, du lobbying homosexuel à travers le monde. Nous avons des tenants, c'est-à-dire que du monde occidental, qui favorisent cet état de choses, le mariage pour tous, et qui cherchent des relais dans nos pays en développement. Nous trouvons donc une catégorie d'individus chez nous qui se lèvent, des avocats qui s'autoproclament défenseurs, n'est-ce pas, des homosexuels qui disent qu'ils sont homophobes. Nous trouvons des gens qui arrivent, qui disent non, la tolérance, ceci, ils utilisent peut-être la Bible, le Coran pour proclamer la tolérance par rapport au prochain. On t'apporte l'amour du prochain, autant de choses. Donc, je suis en train de dire, depuis que nous sommes au Cameroun, c'est vrai que de temps à autre, on en arrête. Mais moi, je n'ai jamais vu un procès, enfin à ma connaissance. Je ne connais pas de procès où on a mené devant les jurés un homosexuel, un avocat qui a réussi à le sortir des mailles, n'est-ce pas, de la justice pour le ramener chez lui à la maison. Je n'en connais pas. Est-ce que ces avocats-là ne sont pas là pour faire le show, histoire, comme j'ai dit, de justifier les fonds qui leur sont alloués pour financer autre chose de façon basse chez nous? Parce que dites-vous très bien qu'il y a des partis politiques ici qui reçoivent ce type de financement-là. Il y a très bien d'autres services et biens chez nous qui sont financés par ce type, n'est-ce pas, d'investissement venu de l'étranger. Je suis en train de dire, faisons un peu attention, pour la simple raison que pour moi, c'est un lobbying. Qu'on dépénalise ou qu'on ne dépénalise pas, on a beau dépénaliser Michel Florence Dikoumé, mais que je suis resté hétéro, ceux qui sont homosexuels le seront toujours. Alors, moi je crois, comme disait quelqu'un, quand on parle de sexe, c'est une affaire assez personnelle, que chacun de nous s'observe, ça dépend, n'est-ce pas, du cocon familial dans lequel on a grandi, du mode de socialisation qui nous a été imposé depuis que nous sommes tout petits. Donc, essayons d'interroger beaucoup de choses avant que de parler de dépénalisation au Cameroun. Alors, Lionel Kougaba, la communauté internationale définit ou alors exprime
exprime son point de vue sur la question et pense qu'il y a atteinte des droits de l'homme. Le Cameroun, dans sa loi, condamne l'homosexualité. Pourtant, le Cameroun a signé la charte des Nations Unies. Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Alors, je suis bantou, hein. Oui. Et en bon bantou, je n'aimerais pas entendre parler de ce type de choses. Maintenant, revenons sur la charte des Nations Unies qui a été signée. La charte des Nations Unies a été signée, nous la respectons, nous respectons beaucoup d'autres clauses. Et je ne crois pas que le Cameroun puisse être l'un des pays qui ne respecte pas la charte qu'il a ratifiée, qu'il a signée aux Nations Unies. Le Gabon a accepté l'homosexualité. Ça c'est leur problème. Quand vous regardez à la tête du Gabon, vous voyez qui est par exemple une première dame au Gabon, vous pouvez comprendre comment ça se passe pour qu'on puisse légaliser l'homosexualité de ce côté-là. Lorsqu'on est dans un pays de droit et que les gens estiment qu'on doit respecter leurs droits, il faudrait aussi qu'ils soient d'abord des légalistes. La constitution camerounaise ou le code pénal camerounais pénalise l'homosexualité. Et lorsque vous êtes pris en flagrant délit ou ce que Shakiro a fait, parce que j'ai suivi mon frère Fouapon essayer de justifier le fait qu'il n'a pas été pris, ceci. Je dis bien, lorsque vous allez sur la page de Shakiro, vous n'avez pas besoin d'être, qu'on vous dise quoi que ce soit. Il fait des vidéos où il dit ce qu'il fait. Il fait des chantages même aux personnalités avec qui il passe et commet ces actes-là. Et je crois que Sans vous couper, vous allez parler une seconde. Dans ce cas, je pense que ce qu'il fait, ça s'appelle de l'exhibitionnisme. Mais l'exhibitionnisme est sanctionné. Tout comme un hétérosexuel qui présenterait sa nudité sur les réseaux sociaux devrait être poursuivi. Donc c'est pour ça que je dis, il y a exhibitionnisme et c'est cela qui est répréhensible. Il fait l'exhibitionnisme sur ce qui est interdit. Je ne pense pas qu'il y a atteinte à la pudeur, même si vous, hétérosexuel, vous entretenez des rapports sexuels. Je crois que, en tout cas, ce que j'étais en train de dire, c'est que, à tout état de cause, je ne crois pas que Macron ou un autre président en Occident accepterait qu'il y ait la polygamie chez lui. Nous aussi, on ne doit pas venir nous imposer ce que nous ne voulons pas. Nous avons une culture et cette culture est celle que nous n'avons pas acceptée dès le départ. Nous avons un fondement qui est basé sur le christianisme ou sur la religion. Et cette religion interdit de telles pratiques. Lorsque on a des individus qui essayent de s'enrichir, parce que lorsque vous regardez une personnalité qui estime qu'elle est une personne qui défend les droits de l'homme comme Maximilien Mbé, qui à Mondo Vision essaie de soutenir ce type de choses. Lorsque vous avez une avocate qui se dit vraiment au service de l'humanité comme Maître Alice Combe, qui est là et qui essaie de crier haut et fort que Shakiro a le droit de pouvoir faire ce qu'il a, je ne sais pas si c'est il ou elle est en train de faire, ça devient, c'est vous qui nous dites, lui il se réclame être elle. Lui, il se réclame être elle. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je crois que le gouvernement a pris une responsabilité que moi j'ai appréciée. Le fait de l'interpeller ou interpeller ce groupe d'individus qui étaient en train de terroriser les Camerounais sur les réseaux sociaux et même dans les rues de la capitale économique. Si vous savez quelle est l'histoire qui a poussé Shakiro de quitter la ville de Yaoundé pour Douala, vous n'allez plus parler. Shakiro a été... c'est parce qu'il a été poursuivi par la police qu'il a quitté la ville de Yaoundé pour Douala. Et lorsqu'il est arrivé à Yaoundé, ne pouvant pas se contenir, ne pouvant pas s'abstenir, il a continué à s'exhiber sur les réseaux sociaux et ensuite il est sorti dans la rue et c'est comme ça qu'il a été interpellé. Je crois qu'en dehors de Shakiro et sa bande, il y a aussi autre chose qu'il faut bien regarder. Comme vous l'avez dit tantôt, il y en a qui font des pratiques d'homosexualité pour avoir du pouvoir. Il y en a qui font cette pratique pour avoir de l'argent. Et je crois qu'on devait aussi se pencher à regarder parce que c'est des choses qui sont justifiables. Nous avons vu des gens qui ont été poussés à des toits, des hôtels et qui sont morts et qu'on a compris après l'autopsie qu'ils ont été sodomisés. Donc je crois que
l'État doit juste continuer dans cette lancée-là à essayer d'arrêter ça. Dire qu'il faut dépénaliser l'homosexualité au Cameroun, moi je suis contre. Il ne le faut pas. D'accord. Hassan Fouapon, est-ce que la réaction de Mani Bella n'attire pas votre attention? Elle pond un article sur Facebook, une publication sur Facebook où elle dit clairement, elle fustige le gouvernement d'avoir incarcéré Shakiro, et quelques heures plus tard, elle revient sur ce qu'elle a dit. Est-ce que ça ne sent pas les menaces quelque part? Oui, mais c'est la première publication qui traduit son véritable point de vue. Mais ce qu'elle a oublié, c'est que la question de l'homosexualité au Cameroun est très sensible et qu'on ne badine pas avec ces affaires-là. C'est que si vous dites maintenant, là, qu'il faut dépénaliser l'homosexualité, mais attendez-vous à ce que dans la rue, on vous traite même d'homosexuel. Donc, quand on est artiste, quand on est une personnalité publique, il faut savoir travailler sa communication, il faut savoir jouer avec les sujets sensibles. Un artiste au Cameroun, une personnalité publique au Cameroun ne communique pas comme un artiste ou une personnalité publique en France. Mais il faut toujours tenir compte de la sensibilité de notre auditoire. Et je pense que c'est effectivement ce qu'elle a oublié de prendre en compte. Mais je suis convaincu que sa position même, c'est la première publication qui l'a traduit. Maintenant, j'aimerais qu'on se comprenne sur une chose. Quand on parle d'homosexualité, il y a 3 niveaux, si vous voulez, de juridicialisation. Le premier niveau, c'est la dépénalisation. La dépénalisation signifie qu'on ne mette plus quelqu'un en prison du fait de son orientation sexuelle. Le deuxième niveau, c'est le mariage, la légalisation du mariage. Ça veut dire que là, on permet aux homosexuels de vivre une union officielle. Et le troisième niveau, c'est l'adoption des enfants. Et il faut dire que sur ce point, je pense que l'adoption des enfants, c'est quelque chose qui peut être condamné. Parce que de mon point de vue, j'attire toujours les gens à être responsables de leur orientation. Si l'homosexualité est une orientation sexuelle et qu'on a choisi de se mettre avec quelqu'un de même sexe, il faut donc comprendre que cela n'aboutit pas à la procréation. On ne peut donc pas choisir une orientation sexuelle qui n'aboutit pas à la procréation et jouir des produits de la procréation qui ne peuvent être liés qu'à l'accouplement entre 2 personnes de sexe différents. Dans ce cas, c'est pour moi une absurdité et cela traduit un peu, en quelque sorte, le trouble de la personnalité chez ces homosexuels qui de temps en temps sont incapables d'assumer leur véritable orientation sexuelle. Mais je continue de le dire, de mon point de vue, la sexualité relève de la sphère intime. Et de mon point de vue, je me demande comment est-ce qu'on constate qu'un individu, qu'un homme a entretenu des rapports sexuels avec un autre ou qu'une femme a entretenu des rapports sexuels avec un autre. Ce qu'il faut condamner, c'est ce que j'appelle l'exhibitionnisme. Parce qu'on ne doit pas faire la publicité de sa sexualité. On ne doit pas faire la publicité de sa sexualité. Et ce que Shakiro fait, c'est la publicité de sa sexualité. Et je pense même que ceux qui sont de véritables homosexuels ne doivent pas être contents de ce qu'il fait. Parce qu'il ternit là l'image de tous les homosexuels. Vous voyez un peu, il amène donc à créer une confusion. Et j'ai dit jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas s'il est véritablement homosexuel, parce que malgré toutes les vidéos qu'il peut publier, tout le discours qu'il peut publier, vous ne savez même pas s'il est dans une mise en scène ou dans une scénarisation. Et je dis que si on doit le condamner, c'est pour exhibitionnisme. Parce que là, il y a atteinte à la pudeur. Quand vous regardez les images qu'il publie, elles sont effectivement immorales, elles sont questionnables. Et là, on a le droit de l'interpeller pour atteinte à la pudeur. Quant à l'interpeller pour pratique d'homosexualité, je me demande bien. Parce que quand vous parlez, on dit que vous voulez justifier. Je me demande bien comment on constate que quelqu'un a entretenu des rapports sexuels avec autre. Nous sommes sur le plateau, personne ne sait qui est homosexuel, qui est hétérosexuel. De par son accoutrement, non. Justement, il y a une autre confusion, monsieur Joël. Il y a une autre confusion qui est sémée. Un efféminé n'est pas nécessairement un homosexuel. Il y a des efféminés qui sont des hétérosexuels. Tout comme il y a des hommes bien bâtis, comme vous et moi, qui sont des homosexuels. Donc on ne peut pas stigmatiser des gens à cause de leur morphologie. Et ce sont des choses sur lesquelles il faut insister. On ne peut pas stigmatiser quelqu'un. Dans le cas échéant, M. Fouapon, Shakiro affirme à Mondovision qu'il est homosexuel. Oui, dans ce cas, je pense qu'on a le droit, on a raison de l'arrêter pour homosexualité, puisque c'est interdit par la loi, c'est reprimé par la loi camerounaise. En attendant que les choses avancent, on a le droit de l'interpeller.
Ça, c'est clair. Mais je ne pense pas qu'on peut venir vous interpeller, vous et moi, sur le plateau pour homosexualité, puisque nous ne faisons pas la publicité de notre orientation sexuelle. D'accord, je reviens à vous dans un très court instant parce que j'ai une question que j'aimerais bien vous poser. Florence Dikoumé, est-ce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux ne pourraient pas être ce facteur-là qui, comment je vais dire, qui développe, on va le dire ainsi, les aspirations de l'homosexualité dans un pays comme le Cameroun? L'État a quand même des moyens coercitifs pour pouvoir mettre fin à ça, bloquer même le compte même de Shakiro et toute personne qui pourrait s'aventurer sur cette voie. Pourquoi l'État ne fait rien? Non, écoutez, c'est trop facile d'accuser l'État. L'État n'est pas responsable des orientations sexuelles des uns et des autres. Accuser même les réseaux sociaux, moi j'ai dit non. Nous sommes tous sur ces réseaux sociaux-là. Je vous ai dit que l'éducation que vous donnez à votre enfant reste l'éducation que vous lui avez donnée. Et si un parent dit « je ne savais pas que mon fils avait des déviances », il ne dit pas vrai. Pour la simple raison que nous sommes des parents, quand nous avons des enfants, nous les observons depuis qu'ils sont tout petits. Ils grandissent, nous les voyons, nous avons d'eux une perception qu'eux-mêmes n'ont pas. Donc nous donnons des orientations nécessaires à l'éducation que nous inculquons à nos enfants. Donc aujourd'hui, quand l'enfant se retrouve au contact du monde extérieur, il ne viendra pas changer d'orientation parce qu'il a vu tel fait, si tel fait. Vous savez, ce dont nous parlons est très grave. Nous parlons ici, ça dit que d'une orientation sexuelle donnée. C'est-à-dire qu'un homme qui va avec un autre homme, une femme qui va avec une autre femme. C'est dangereux. Vous avez grandi dans une maison où vous avez un père et une mère. Vous avez des frères et des sœurs. C'est même inconscient. Vous voyez vos parents partager la même chambre, mais vous êtes même loin de vous imaginer ce qu'ils font dans cette chambre-là. C'est compliqué. Vous êtes même loin de vous imaginer que c'est par rapport à cette chambre-là que vous avez la vie. Nous avons tous grandi dans une maison. C'est à l'âge adulte que vous comprenez, bon, ce n'est plus un danger, vous avez compris, parce que vous-même aussi, peut-être quelque part, vous êtes déjà sexuellement actif. Ce n'est pas tabou, ce n'est pas un problème, mais on n'en parle non plus. Alors, que vous veniez changer d'orientation parce que vous êtes sur Facebook ou sur Twitter et vous avez réalisé qu'il y a des gens qui s'exhibent, qui font ci, qui font ça. J'ai dit non. On ne choisit pas par simple mimétisme. Ce n'est pas faisable. Et aujourd'hui, dans le monde, nous avons une autre forme d'individus que nous devons un peu cataloguer ce matin. Ce sont les transgenres. Il y a dit que quelqu'un qui se lève un matin, il est un homme et décide de devenir une femme. Moi, je place ça dans le cadre des troubles comportementaux. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Nous voilà 4 sur le plateau. Que vous soyez en train de regarder mes oreilles maintenant, admirer mes boucles d'oreilles, que vous soyez en train d'admirer ma coiffure, convoiter ce que j'ai sur ma poitrine ou bien... J'ai dit non, là déjà, quelque part, l'un de vous est malade, si jamais ça arrive. Ou alors je rêve, n'est-ce pas, de devenir comme vous êtes. J'ai dit non, c'est que quelque part, je ne me porte plus très bien. Dans le sens... non, convoiter maintenant le sens, voilà, parce que c'est une dame, je trouve qu'elle est jolie. Bon, quelle que soit, bien qu'elle soit peut-être plus âgée que moi, mais n'en déplaise, je vais essayer. Très belle, hein. Je vais essayer. Et très attirante. Merci. Là, c'est l'expression de l'hétérosexualité. Voilà, je vais quand même, non, Madame Dikoumé, on a beau dire non, je ne vais pas la laisser partir. Ça, c'est autre chose. C'est ce que nous savons. Mais la société camerounaise va encore vous condamner, mais c'est comme toutes les petites filles qui adorent les a pas vues. Pourquoi Madame Dikoumé? Mais c'est sa grande sœur de bien loin. Pourquoi? Et personne dans votre famille ne permettra que nous venions nous exhiber là-bas. Vous revenez avec une Madame Dikoumé, Monsieur Wende, vous êtes malade? Mais il se passe quoi avec cette dame? Mais elle a pourtant une fille qui est étudiante. Et vous n'avez pas vu cette fille-là? Justement, c'est l'amour. Non, c'est pas l'amour. On va vous demander, mais Madame Dikoumé a une fille étudiante dans la vingtaine. Mais vous n'avez pas vu cette fille-là? C'est la question qu'on va vous poser chez vous. Pourquoi n'avoir pas pris sa fille qui est tout aussi belle et attirante comme vous le dites, puisqu'elle n'est que quelque part le portrait craché de sa mère. Mais si je ne ressens rien pour la fille et que non, je c'est pas quelque chose, c'est pas la fille, c'est pas la fille en tant que telle. C'est pour vous demander si vous n'avez pas trouvé plus jeune, qui soit aussi belle et attirante. C'est ça un peu qu'on traduit en demandant si vous n'avez pas vu sa fille. Là, c'est un fait. Mais c'est pour vous dire que nous avons une orientation sexuelle chez nous qui obéit à certains canons. La sexualité chez nous est normée. Les réseaux sociaux ne viendraient pas changer l'orientation sexuelle à un enfant qui est hétéro. Parce que déjà, il arrivait, même lorsque vous étiez à l'école primaire, d'être amoureuse de votre maîtresse. Ça arrivait d'être amoureuse au lycée de votre enseignante de scie qui arrivait, qui était toute élégante. C'est-à-dire que vous ne lui disiez pas... Vous me rappelez oui, tout à fait. Professeur d'anglais au lycée bilingue de Batouri. Voilà. Elle faisait des effets. Toute élégante, elle faisait des effets malgré elle, mais vous étiez tout petit, mais vous en étiez amoureux, même dans l'impossibilité et l'incapacité de lui dire, mais dans votre fort intérieur et dans le secret, vous étiez amoureux de cette belle dame, vous appréciez tendrement.
Donc c'est pour vous dire que les réseaux sociaux n'y sont pour rien. Alors, nous avons des troubles de comportement. Je crois que c'est de ça que souffre M. Shakirou. Donc, s'il va plus loin en disant autre chose, soit. Je connais un autre transgenre qui est assez célèbre, mais qui a été courtisé par d'autres hommes. Il leur a dit non. Moi, je ne suis pas homo. Parce que dans sa vie antérieure, c'était un père de famille. Il a dit non, j'ai juste voulu arborer une apparence féminine. Ça ne veut pas dire que je sois. Donc, je ne traverse pas cette ligne-là. Moi, je suis hétéro. Si me fallait m'aller avec quelqu'un maintenant, je chercherai encore une dame. Je ne vais pas avec les hommes. Donc, c'est pour vous dire que le fait d'être transgenre, automatiquement, ne fait pas de vous un homosexuel. Nous avons des enfants qui ont des morphologies, c'est des garçons, mais ils sont plutôt efféminés, ils sont tout beaux, ils ont tous qu'une fille de caractère sexuel secondaire un peu féminin, mais ça ne fait pas de lui un homosexuel, on n'a pas à le stigmatiser. Nous avons même un célèbre Camerounais artiste ici qu'on a stigmatisé pendant longtemps. Pourquoi? Parce qu'il avait un physique assez avenant. Il avait tout. Ça dit que d'une dame, on s'est mis à chanter n'importe quoi, mais aux grandes dames de tout le monde, c'est un monsieur qui est marié, qui est père de famille aujourd'hui. Mais malgré cela, il continue de souffrir quelque part dans le secret de cette stigmatisation. Il est temps que les gens arrêtent. Et pas parce qu'un monsieur a un physique féminin que forcément il est ci, il est ça. Donc, les réseaux sociaux n'ont absolument rien à voir avec nos orientations. Au-delà même de ce que vous dites, nous sommes victimes d'un type de harcèlement sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il est carrément minuit. Vous ne savez pas comment ça s'est passé. Quelqu'un à votre contact, il vous appelle. Parfois, c'est même un numéro étranger. Il vous appelle et puis tout de suite, il se dévait et se met à faire des choses bizarres. Bon. Vous êtes un personnage public. Il se met à faire des choses bizarres. Qu'est-ce que je fais? J'éteins et je bloque. Constamment, j'ai eu affaire à cet état de choses-là. C'est donc pour vous dire qu'il est sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que pour autant, il ignore que vous êtes femme? Il faut vous brandir sa beauté interne, vous montrer que je peux être le genre qui vous plaise et que je vous invite à une petite partie visuelle. C'est pour vous dire que les réseaux sociaux n'y sont pour rien. L'orientation de chacun reste son orientation. Les gens font des choses pour les raisons qui leur sont propres. Je ne saurais les expliquer parce que je ne le suis pas. Mais je crois que l'État n'a aucune responsabilité dans l'orientation des uns et des autres. D'accord. Alors, Lionel Kungaba, quand on veut comprendre le comportement d'un homosexuel, est-ce qu'on ne peut pas aussi, parfois, quand ça dérange dans notre tête, nous dire, bon, ben voilà, le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. On ne sait pas pourquoi on est attiré par l'homme. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, je crois que, comme Madame Dikoumé l'a dit tantôt, lorsque vous regardez la majorité des êtres humains ou des hommes qui pratiquent l'homosexualité, vous constatez qu'il y a quelque chose qui manque. Ils ont toujours quelque chose qui manque. Vous observez un peu un retard de comportement ou de la façon de faire en ces personnes-là. Et dit qu'il faut... on peut observer ou on peut voir quelqu'un directement et savoir qu'il est homosexuel. C'est très difficile. C'est très difficile parce qu'il y en a qui pratiquent dans le silence et personne n'est au courant. Maintenant, si vous la pratiquez dans un pays où c'est interdit et que vous voulez absolument l'imposer à la nature, vous faites face à la loi tel que ce qui se passe avec Shakirou aujourd'hui. D'accord. Ouais. Alors, Hassan Fouapon, est-ce que le fait pour les parents d'avoir des enfants peut-être efféminés n'est pas déjà une sonnette d'alarme pour ces parents-là de comprendre que, attention, l'enfant peut prendre un mauvais virage, il faut commencer à le canaliser. Parce que ce sont des phénomènes qui peuvent facilement tourner vers l'homosexualité. Lorsque vous avez un garçon qui est efféminé, ou alors une fille qui a la morphologie d'un garçon, ce qu'on appelle les garçons manqués. Je pense que le risque que ces enfants courent, c'est d'être courtisés par des gens qui sont homosexuels. Ça veut dire que parce que votre garçon est efféminé, il sera donc courtisé par des homosexuels qui croient, à partir de sa morphologie, qu'il partage aussi la même orientation sexuelle que lui. Et lorsqu'on a un enfant, par exemple, qui a ce type de morphologie, le travail doit plutôt consister à l'amener à supporter le regard des autres. Parce que la plupart du temps, ce qu'on subit là, c'est la stigmatisation qui nous classe directement dans une catégorie. Et c'est ça qui se passe au Cameroun. Au Cameroun, dès qu'on voit un efféminé, on ne dit pas qu'il est efféminé, on dit qu'il est pédé. C'est ça le problème au Cameroun. C'est-à-dire que dès que tu es efféminé, tu es pédé. Et on n'imagine pas qu'il y a des hommes qui sont bien bâtis et des femmes qui sont bien bâties et qui sont homosexuels. Donc le véritable travail, à mon avis, ce n'est pas de se
battre pour dire à votre enfant ou bien pour contrecarrer l'homosexualité de votre enfant, parce que le fait qu'il soit efféminé ne signifie pas forcément qu'il sera homosexuel. Le véritable travail doit consister à l'amener à supporter le regard des autres, à supporter la stigmatisation. Parce que tenez-vous tranquille, même lorsque cet être efféminé va jusqu'à se marier, on continue à l'appeler bilingue au Cameroun. On dit que certainement il entretient des rapports avec sa femme, mais ce qui est sûr, il a des rapports avec d'autres hommes. Donc c'est le travail, le véritable travail doit consister à l'amener à supporter la stigmatisation, le regard des autres qui va le classer dans une catégorie à laquelle il n'appartient pas forcément. Maintenant, il faut dire quand même que il y a plus de risque pour un efféminé d'être homosexuel, parce qu'on peut se dire que le fait d'être efféminé peut provenir d'une constitution physiologique qui est liée au fait que les hormones féminines sont peut-être abondantes chez un individu. Et ces hormones féminines qui sont abondantes peuvent déterminer votre constitution psychologique. Et donc vous poussez à vous considérer comme une fille. C'est pour ça que vous allez voir, ce n'est pas encore le cas au Cameroun. Aux États-Unis, par exemple, on vous dit que à l'école, il faut laisser les enfants entrer dans les toilettes, non pas du sexe auquel ils appartiennent physiquement, mais au sexe auquel ils s'identifient. C'est-à-dire que si votre petit garçon se prend pour une fille, il doit utiliser les toilettes des filles et non les toilettes des garçons. Parce qu'on se dit qu'on peut bien être garçon, mais se considérer comme une fille. Bon, bien évidemment, je pense que ce sont des questions qui parfois relèvent même de la démission des parents. Parce que si vous avez votre garçon qui se considère comme une fille, tant qu'il est encore jeune, je pense qu'il y a un travail d'éducation qui peut être fait pour le ramener. Mais dans les sociétés où cela est libéralisé, on encourage plutôt les parents à accepter l'orientation de leur enfant, à accepter son identité. Alors que ce qu'on ignore, c'est que, selon les psychologues, cette façon qu'a l'enfant de se percevoir peut même provenir d'une difficulté, d'une expérience douloureuse vécue au sein de la famille, et qu'il y a des remédiations qui sont possibles. D'accord. Florence Dikoumé, j'avais une question pour vous. Je vais la changer parce que j'ai tellement peur du Conseil national de la communication qui peut me sanctionner pour cette question si je la pose en direct. Je vais changer. Non, du tout. J'aime ma carrière et je veux pas courir le risque. Donc, je vais poser une autre question. Pour des enfants efféminés, ça c'est, je vais le dire ainsi aussi trivialement, pour des enfants efféminés, qu'est-ce qui peut justifier ça, ce caractère-là? Est-ce que c'est parce qu'un garçon efféminé a grandi dans une maison où il y avait beaucoup de filles qu'il se retrouve efféminé, ou alors un garçon peut naître efféminé totalement? Les deux sont possibles. Un garçon peut naître efféminé, c'est-à-dire que c'est une question d'hormones. C'est-à-dire qu'au moment du développement de caractère sexuel secondaire, bon, on réalise qu'il y a plus d'hormones femelles que de la testostérone qui se développe. Auquel cas il est efféminé côté fille. Bon, il y en a qui sont donc même pas efféminés, c'est-à-dire qu'ils ont une bonne constitution physique, mais parce qu'ils sont dans une maison où il n'y a que des filles, vous le trouvez très apte à faire les travaux des filles, à jouer comme une fille, à vouloir rire comme une fille. Il y a plein de choses. Et il me souvient que certains parents, souvent vigilants, lorsqu'ils ont beaucoup de filles et qu'un garçon survient, généralement on le sort de là, on confie à l'oncle qui a des garçons chez lui ou à la tante qui a des garçons chez lui. Il ne revient que pendant les vacances. Mais toute l'année scolaire, il la passe là-bas ou alors dans un internat pour garçons. Alors, on veut lui montrer qu'il a mal, c'est la testostérone, il doit pouvoir se comporter, n'est-ce pas, comme un bouc. Donc on le met dans un internat pour garçons. Donc les deux sont possibles. Et je crois que cela appelle, n'est-ce pas, l'attention, on appelle l'attention des parents. Quand nous avons des enfants et qu'ils naissent, c'est à nous d'observer, de voir un peu quelles sont les déviances. Ils sont plus attirés par quoi ou par qui. Il y en a qui préfèrent jouer avec des poupées que de jouer avec des camionnettes que vous leur donnez. Non, ils n'acceptent pas ça. Donc, à partir de là, on peut déjà savoir. Ça fait que dès 3 ans et demi, 4 ans, lorsqu'il doit aller à l'école, il faut le sortir de cet environnement-là, créer un cadre qui permette qu'il se sente pleinement garçon. Si c'est une fille, un cadre qui permet qu'elle se sente véritablement fille. Parce que même dans des familles, il y a des garçons manqués et qui deviennent même des problèmes. Elles ont beau ne pas devenir lesbiennes, mais dans leur ménage, elles sont difficilement dociles. C'est-à-dire que le monsieur, c'est toujours des duels tout le temps, on se discute l'autorité, le pantalon, mais non. Il faut amener cette fille, même par le conseil, à comprendre qu'elle n'est qu'une femme, quel que soit ce qu'elle peut devenir demain, le monsieur reste le maître de maison. Voilà.
D'accord. Alors, Lionel Kungaba, je veux savoir, revenons au cas Shakiro qui nous interpelle aujourd'hui, est-ce que son incarcération serait la solution, serait la panacée au problème? Alors, parce qu'actuellement, il est en prison. Est-ce que c'est parce qu'il est en prison qu'automatiquement, il n'y aura pas un autre comportement homosexuel dans la rue? Quelle est la véritable solution que l'État, que le gouvernement, les pouvoirs publics devraient emprunter? Ce n'est pas directement la solution parce que déjà la prison est un endroit où l'homosexualité se pratique fréquemment. Donc envoyer Shakiro en prison, je ne sais pas s'il serait dans un secteur pour femmes ou pour hommes. Parce que s'il fallait le redresser, il faut bien qu'on l'envoie dans un secteur pour femmes. Comme ça, il pourra mieux essayer de s'acclimater avec le genre féminin. Maintenant, l'envoyer dans un secteur où il y a des hommes, je crois que ce n'est que pour l'aider encore à continuer avec la pratique. Là-bas, il va créer le réseau. Nous avons vu des blagues sur les réseaux sociaux où les gens remerciaient le chef d'État de les avoir envoyé un cadeau de la Saint-Valentin parce qu'il avait été envoyé à la veille du 14 février. Non, sans blague, je crois que ce n'est pas la solution. La solution, il est de sensibiliser, il est de changer les mentalités des Camerounais, de faire comprendre aux gens ou d'amener les gens à comprendre que l'homosexualité est pénalisée au Cameroun et il ne faut pas la pratiquer. Mais d'accord, Hassan Fouapon, est-ce qu'il n'y a pas crainte d'une résurgence de l'homosexualité à la prison centrale de Nouvelle? Parce que la présence de Shakiro dans une prison, justement avec ces gars, dans une prison où il n'y a que des hommes, est-ce qu'il ne va pas développer? J'aime bien ce que ceux qui font du marketing de réseau disent généralement un envoie deux, dont je suis là et puis j'envoie deux et ainsi de suite. Ouais. Est-ce qu'il ne va pas créer un réseau d'homosexuels en ce moment en prison? Je pense qu'on a une lecture quand même, de mon point de vue, superficielle de la chose. Est-ce qu'il va retrouver en prison des homosexuels? Est-ce qu'il va retrouver en prison des gens, des hommes qui, parce qu'en manque de rapports sexuels, se sont transformés en homosexuels? Mais peu importe, si en prison il crée un autre réseau, cela prouve tout simplement que la prison n'est pas une solution. Parce que quel est le rôle même de la prison? Pourquoi pénaliser un acte? Le premier rôle, c'est d'abord de dissuader ceux qui veulent le suivre. Et deuxièmement, c'est de le rééduquer lui. Mais est-ce qu'on peut changer l'orientation sexuelle d'un individu en le pénalisant ou en le mettant en prison? C'est pourquoi je dis qu'au-delà de la loi, de la passion, de l'émotion, il faut comprendre l'homosexualité. Si c'est une orientation sexuelle comme vous et moi, nous sommes des hétérosexuels, je suppose, est-ce que si on vous met en prison pour hétérosexualité, vous allez devenir homosexuel aujourd'hui? Je ne pense pas. Et c'est pourquoi la question de la dépénalisation doit être posée. Si on examine la question de l'homosexualité, on va se rendre compte qu'en fait, il faut agir ailleurs. Si c'est une maladie, il faut peut-être les envoyer dans des centres psychiatriques. Il faut qu'ils soient suivis par des psychologues. Si cette maladie, ou bien si cette organisation provient d'une déstructuration de la famille, il faut agir sur la famille. Si c'est l'éducation parentale qui est remise en cause, il faut que les parents soient sensibilisés, qu'ils suivent leurs enfants. La prison, de mon point de vue, ne saurait être une solution. Parce qu'on ne peut pas changer la sexualité ou bien l'orientation sexuelle d'un individu en le mettant en prison. Sauf s'il s'agissait d'une orientation sexuelle fantaisiste. C'est-à-dire que si Shakiro, en sortant de prison, n'est plus homosexuel, ça veut dire qu'il était dans la fantaisie et qu'il n'était pas un homosexuel véritable. Parce que celui qui est véritablement, vous ne pouvez pas l'amener à devenir hétérosexuel, même après 10 ans ou 15 ans de prison. Et c'est en ce moment qu'on se rend compte que la pénalisation ne peut pas être une solution. Il faut agir ailleurs, sur l'éducation, sur la sensibilisation, peut-être sur la prise en charge, si on suppose que c'est une maladie. Maintenant, pour finir, c'est vrai que nous sommes dans un débat politique, mais on peut quand même convoquer la science. Oui. En parlant justement des enfants qui peuvent naître, qui peuvent être bien bâtis. C'est-à-dire des garçons qui sont des garçons à la naissance, qui ne sont pas efféminés, et qui deviennent, qui s'identifient plutôt aux filles. Sigmund Freud a bien expliqué cela à travers la notion du complexe d'Oedipe. Quand il indique effectivement que c'est la résolution du complexe d'Oedipe qui permet à un enfant de construire son identité sexuelle. Et dans ce cas, si le complexe d'Oedipe n'est pas résolu,
peut-être parce que l'autorité du père n'a pas été suffisante, ou peut-être parce que la mère a été trop attachée à sa fille, cela peut conduire plutôt à une identité sexuelle différente. Et il démontre dans sa théorie que l'homosexualité peut effectivement résulter en dehors de l'homosexualité. Il cite d'autres perversions sexuelles, le fétichisme, le voyeurisme, ainsi de suite, d'autres pratiques sexuelles qui découlent effectivement de la non-résolution du complexe d'Oedipe, c'est-à-dire du fait que l'enfant n'ait pas pu sortir du complexe d'Oedipe en s'identifiant aux parents de même sexe. Parce que l'enfant doit construire son identité sexuelle en s'identifiant aux parents de même sexe. Le garçon, c'est en s'identifiant à son père, c'est en prenant son père pour modèle qu'il apprend à aller vers des objets sexuels différents de son père. Parce qu'il sait que son père avait sa mère, et s'il veut ressembler à son père, il doit aller avec des partenaires sexuels qui ressemblent à sa mère. Mais si cela n'est pas fait, il y a un risque que l'enfant prenne plutôt le parent de même sexe pour rival. Et dans ce sens, il a tendance, même dans ses orientations sexuelles, à s'opposer aux parents de même sexe. C'est pourquoi, à certains moments, les homosexuels ne peuvent être que des gens qui veulent s'opposer à la figure paternelle ou à la figure parentale. Parce que la fille sera lesbienne du simple fait qu'elle ne veut pas ressembler à sa mère. Le garçon sera homosexuel du simple fait qu'il ne veut pas ressembler à son père. Cela dit, si c'est le cas, je pense qu'on a plus besoin d'une prise en charge psychologique ou psychiatrique que d'une incarcération. D'accord. Alors Florence Dicko, mais pourquoi c'est seulement comment je vais dire, l'homosexualité des hommes, en l'occurrence Shakiro, qu'on stigmatise? Parce qu'on sait très bien que dans nos collèges et lycées, universités, il y a des réseaux d'homosexualité de femmes, des lesbiennes, et on en connaît. Pourquoi c'est seulement pour l'homme, en l'occurrence Shakiro, qu'on condamne, qu'on sanctionne? Il y a peut-être que les femmes sont généralement plus discrètes, je crois. Mais moi, j'étais dans une ville où un gouverneur a eu à fermer toute une église parce qu'il y avait des pratiques lesbianisme dans cette église-là. Bon, comment est-ce qu'il a fait pour le savoir? Il a plusieurs réseaux de communication, de renseignements. Certainement que ça lui a été rapporté avec des faits très précis. Et il y a eu un arrêté qui fermait, n'est-ce pas, la dite chapelle. Donc, je crois que peut-être les femmes sont beaucoup plus discrètes. Et au niveau du ratio, je crois que parlant des femmes, il est assez faible aussi par rapport aux hommes. Parce que si l'homosexualité devrait être revue comme des pratiques magiques, c'est-à-dire qui amènent certains à s'enrichir, à tirer le bon parti pour augmenter de grade et de galons. Bon, quand nous regardons un peu le paysage décisionnel chez nous, ce sont les hommes qui sont beaucoup plus placés. Donc je crois que ça prolifère plus de ce côté-là, parce que ce sont eux qui veulent se faire nommer, comme on dit, tirer des chances des petits garçons et tout. Bon, quand on regarde un peu l'anatomie chez les dames, qu'est-ce qu'une dame peut bien tirer chez une autre? Je crois que rien. Pourtant, avec le monsieur, il a un appareil génital tout de suite qui frise la pénétration, ce que les dames n'ont peut-être pas. Donc je crois que parlant, n'est-ce pas, de pratiques magiques, je crois que c'est beaucoup plus les hommes qui se retrouvent dans cet état de choses. Mais si ce n'est que dans le cas d'orientation sexuelle, elles sont très peu, les femmes qui se livrent à cet état de choses. Et beaucoup plus, chez nous, ce sont des modèles importés. Oui. Parce que les dames qui ont grandi entre elles ici, je ne pense pas. Sinon, beaucoup plus, je me souviens dans un quartier dans lequel j'ai grandi, c'est que la dame, en fait, celle qui pratiquait ça était hermaphrodite. Donc, étant hermaphrodite, elle habitait un quartier. Il lui arrivait, bon, lorsqu'elle a une copine femme, et ça ne se pratiquait pas parce qu'une fois qu'elle essayait et que la dame réalisait qui elle était, elle fuyait. Elle est décédée il n'y a pas longtemps. Donc, c'est dans un quartier dans lequel j'ai grandi à Yaoundé. Donc, les femmes plutôt fuyaient. C'est comme ça qu'on a su qu'elle était qui elle était. Donc, c'est pour dire que c'est des pratiques un peu importées au niveau des dames. Mais des jeunes filles entre elles ici, bon, il y a une dame qu'on a voulu salir ici à un moment, je ne vais pas citer son nom, qui est une personnalité dans le pays. Mais bon, c'est une mère de famille. Bon, je ne sais pas. Est-ce vrai ou faux? Je ne sais pas. Donc, je pense que ça relève de la calomnie parfois. Parce que lorsqu'on veut vous éclabousser, on s'en tient à des choses sales pour dire, bon, voilà. Vous savez, nous n'aimons pas réaliser que quelqu'un a grimpé des échelons, il faut le tirer vers le bas et tout. Donc, je crois qu'au niveau du ratio, c'est très faible chez nous. Beaucoup plus, ce sont des hommes qui le font. Quand vous allez voir, mon copanéliste a parlé de la morphologie des petits garçons. Vous les avez à la maison, ce n'est pas à la maison qu'ils deviendront homosexuels. Ils deviennent, n'est-ce pas, la proie des prédateurs à l'extérieur. Et ce sont eux qui leur montrent cet état de choses-là. Donc, je vais m'en tenir à ça. Les femmes, je pense que le ratio est faible, même s'il y en a. Mais celle dont on parlait était hermaphrodite. Je crois qu'elle, nous pouvons parler avec des hommes qui certainement allaient avoir peur d'elle, voulaient plutôt satisfaire sa libido à travers l'autre orientation sexuelle. Oui, allez-y.
Je crois qu'on a beaucoup de situations ou beaucoup de choses qui permettent parfois ou qui amènent souvent les jeunes à s'engager dans ces pratiques d'homosexualité. J'ai vécu une scène où un enfant de 10 ans pratiquait l'homosexualité avec son petit frère de 5 ans dans une maison. Comment est-ce que ça a commencé? L'enfant avait accès au téléphone de sa maman et sa maman était membre d'un groupe où on balançait les vidéos d'homosexualité et les vidéos de pornographie dans ce groupe-là. Et l'enfant avait accès au téléphone de sa maman. Lorsqu'il voyait ces vidéos et tous ces vidéos pornographiques et homosexuelles, il allait pratiquer avec son petit frère. C'est lorsque la maman était en train de nettoyer le petit frère qu'elle a senti que le petit frère avait mal à l'anus et qu'elle a posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Et le petit frère immédiatement a expliqué, Franck a l'habitude de mettre son zizi, et voilà. Et c'est comme ça que la maman, très très étonnée, appelle le grand frère. Et le grand frère affirme. Quand il affirme, il ne dit pas comment ça se passe. Et quand le papa revient, qu'il pose la question à son fils. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ça a commencé? Parce que le papa pensait déjà que c'est une main extérieure, c'est peut-être quelqu'un qui entraîne ses enfants dans ces choses. C'est là où l'enfant dit non, mais j'ai vu ça dans le téléphone de maman. Et immédiatement, il a pris le téléphone de son épouse et il a vu toutes ces vidéos. Et vous voyez un peu des choses. Donc, il y a aussi la responsabilité des parents. Les parents doivent suivre psychologiquement déjà l'enfant. Quand vous êtes avec un enfant à la maison, lorsque le comportement commence à changer, et lorsque vous avez même un enfant garçon à la maison qui a 15, 16, 17 ans, et que vous ne le voyez pas s'acclimater ou essayer de draguer les petites filles au quartier, il faut commencer à vous poser des questions et à observer et à faire des enquêtes et aller plus loin pour voir. Et la deuxième chose, il y a des familles chrétiennes qui le mot draguer les familles chrétiennes ne doivent pas aussi accepter que deux garçons s'enferment dans une chambre. Les familles chrétiennes ne l'acceptent pas, je crois. Donc, et lorsque vous avez un enfant garçon qui est constamment peut-être dans un lieu privé ou enfermé avec un autre ami garçon, essayez de mieux regarder et les amener à comprendre que c'est pas bien ce qu'ils veulent faire. D'accord. Hassan Fouapon, vous avez posé une question à Madame Dikoumé. En fait, il faut dire pourquoi les gens ont souvent tendance à plus condamner ou à beaucoup plus parler de l'homosexualité des hommes. C'est que dans les mentalités, c'est une question de culture. Il est plus répugnant parfois de voir des hommes qui vont ensemble que de voir des femmes. Vous allez voir que dans nos sociétés, on peut tolérer que deux femmes se fassent des bises, se saluent pas des bises. Mais si deux hommes se saluent pas des bises, c'est bizarre, on va se dire, mais est-ce qu'ils sont simples? Parce que ils utilisent généralement télé. Voilà. Parce que on se dit, bon, les femmes sont tendres. Peut-être que si elles se font des bises, ce n'est pas un problème. Mais on voit deux hommes costauds qui sont durs et qui se font des bises. Ça paraît bizarre. Et l'autre élément, tout à l'heure, elle a parlé de la dimension de la pénétration. L'autre élément, c'est qu'on suppose qu'il n'y a plus de risque pour un homme d'être homosexuel. Parce que la pénétration l'abîme. Alors que chez la femme, elle peut être pénétrée sans problème. Et c'est pourquoi parfois, on a moins de mal à concevoir, même si on ne l'accepte pas, mais à concevoir que des femmes soient homosexuelles que des hommes. Parce qu'on se dit que les conséquences chez l'homme sont d'abord des conséquences physiques, des conséquences sanitaires. Sont d'accord, contrairement à la femme qui n'encourt pas toujours ce type de conséquences. C'est peut-être la raison pour laquelle les gens ont plus tendance à condamner l'homosexualité des hommes ou masculine que l'homosexualité féminine. Mais en partant aussi, le ratio est faible. Le ratio chez les femmes est faible. D'accord. Alors, on va complètement mettre un terme à cette émission sur le plateau de Candice Télévision. On va se dire, on vous dit merci d'avoir accepté notre invitation. On espère vous retrouver la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, ce sera le plateau féminin à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Le grand débat de dimanche prochain vous sera présenté par Linda Abbé Mvondo. Elle entrera dans la grande course de cette grande émission. Vous allez l'apprécier. Madame Florence Dikoumé, on vous dit merci d'avoir fait le déplacement. On espère vous retrouver prochainement. Également, Lionel Kungaba, merci d'avoir fait le déplacement pour représenter le SDF sur ce plateau. Merci Joël, c'est moi qui vous remercie. Je remercie mes co-panélistes et aussi
tous nos millions de téléspectateurs. J'ai eu la possibilité de voir les captures d'écran sur des gens qui nous suivaient sur streaming. Ah oui, et aussi ceux qui nous suivaient de la maison. Donc j'ai eu beaucoup de captures d'écran qui m'ont été envoyées. Donc, on est suivi, rassurez-vous. Je les remercie. Les gens racontent du n'importe quoi, des gens qui disent ce qu'ils ne savent pas. On est suivi, on a des coordonnées satellitaires qui vous seront communiquées. Cam 10 Télévision est sur satellite, Amos 17, polarisation verticale. Peut-être la régie aura le temps de mettre ça juste après cette émission. Donc il y a beaucoup de gens qui réclament, des gens qui disent pourquoi on ne vous voit pas sur Canal+. Les gens qui n'arrivent même pas à manger 3 fois par jour réclament Canal+, qui coûte déjà, le moins cher c'est 5500. Nous sommes disponibles sur le bouquet qui est accessible à tous les Camerounais. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu as la possibilité d'avoir Cam 10 Télévision. Même au quartier, tous les câbles distributeurs du Cameroun, nous allons saturer pour permettre à Cam 10 Télévision d'être disponible chez la Bayam Salam jusqu'à chez l'opérateur économique. Canal+, vous n'arrivez même pas à manger, mais vous voulez Canal+. C'est quoi ça? Donc nous sommes disponibles sur satellite, nos coordonnées satellitaires vont s'afficher. Restez en compagnie des programmes de Cam 10 Télévision. Je vous l'ai dit, dimanche prochain, le grand débat, ce sera une présentation de Lida Mbé Vondo. Restez scotchés sur Cam 10, la meilleure des télévisions. Bien bonjour.